D'autres questions? Madame Motel. Alors moi, ça va être un peu plus long. Parce que je vais revenir justement sur les raisons qui nous amènent à être là aujourd'hui, un conseil municipal exceptionnel. Exceptionnel, c'est pas courant. Ça veut dire qu'il y a urgence sur un sujet. Donc on est à 6 mois d'élection. Donc est-ce que c'est ça l'urgence? Déjà, c'est la première question. Donc moi, je vais revenir basiquement sur une méthode que nous, on s'applique quand on prend une décision, ou en tout cas quand on fait une proposition. On analyse d'abord des faits, un contexte, des contraintes. Et au vu de tout ça, on élabore plusieurs scénarios possibles et on les confronte à la vie d'autres personnes. Alors déjà en préambule, je voudrais dire à M. Lucas Mounier, vous le savez tous ici, à 2 reprises en conseil municipal, on vous a demandé que ce sujet soit débattu dans une instance plénière conseil municipal élargi aux représentants des parents d'élèves, parce que le sujet d'une école, c'est un projet structurant qui engage l'avenir, et à Pont-Réan tout particulièrement. Alors les faits maintenant. Déjà, rajouter quand même en préambule, je voudrais aussi dire que, évidemment, notre groupe, particulièrement notre groupe, au vu du projet municipal qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui, nous sommes favorables aux investissements à Pont-Réan. Parce que nous considérons que Pont-Réan est le parent pauvre de cette commune. Il y a longtemps qu'on devrait avoir un espace jeune à Pont-Réan. Il y a longtemps qu'on devrait avoir un ALSH digne de ce nom à Pont-Réan. Donc nous, les investissements à Pont-Réan, on est a priori favorable et on considère que c'est une nécessité au vu du développement aussi démographique de ce lieu de vie. Alors, nous, on veut quand même revoir avec vous ce qui nous a amené ici à prendre cette délibération. Déjà, les faits, c'est qu'il y a une demande des parents. Une demande des parents sur la rénovation d'une école qui date des années 90, qui est une passoire énergétique, que ce soit au niveau de l'isolation des murs ou au niveau des huisseries. Alors, on s'en doutait, puisque les parents nous le faisaient remonter, mais on a pu visiter les locaux. On a pu constater la vétusté de certaines huisseries. On voit il y a même des trous apparents quand même dans les châssis. On a pu constater que manifestement, il y avait un problème de chaud et de froid, donc de chaud l'été, quand il fait très chaud, et de froid l'hiver, puisqu'on a constaté en visitant l'école qu'il y avait un radiateur mobile, donc il n'était pas là par hasard, le radiateur mobile. En général, quand il y a un radiateur comme ça sur roue, c'est parce que les personnes qui vivent dans ce lieu ont froid. Donc voilà, donc ça nous fait que nous conforter ce que nous ont dit les parents. On a constaté qu'on avait une cour bitumée, mais bitumée de chez bitumée, sans ombre, sans arbre, avec trois petits préaux, qui interroge aussi, quand il fait très chaud, comment les enfants et les professionnels éducatifs et nos professionnels de la commune, les ATSEM, peuvent se mettre à l'abri de cette chaleur ou de la pluie. Alors aussi, on a pu constater qu'il y avait un Algeco dans la cour. Donc quand on vous a interrogé, cet Algeco, il est dans la cour parce que il est là depuis 3 ans, parce qu'il y a eu une augmentation des effectifs. Ça fait partie des faits qui ont amené à être là aujourd'hui. On a constaté qu'il y avait un espace pour l'accueil périscolaire qui était exigu, plus qu'exigu, mal agencé. On se demande comment il est possible d'avoir accueilli des enfants dans un lieu tel qu'il est depuis tant d'années. Et je comprends l'agacement des parents quand vous nous dites en plus que c'est jusqu'à 130 enfants qui peuvent être accueillis sur le lieu, ce qui nous fait nous poser encore la question de s'il y a tant d'enfants à Pont-Réan, pourquoi pas un centre de loisirs à Pont-Réan à un moment donné. Donc ça, c'était des questions qu'on vous avait posées quand vous aviez décidé d'agrandir l'île aux Mômes. Donc on revient encore sur des débats qu'on a eus. Dans les faits, il y a aussi une carte scolaire que nous, on ne maîtrise pas, mais qu'apparemment vous maîtrisez. On a aussi dans les faits l'accueil de 40 enfants qui viennent du côté de Bru-Pont-Réan. Ça, c'est aussi dans les faits. Et puis, il y a aussi dans les faits, il faut en tenir compte, le fait que Bru a construit une nouvelle école, qu'on est à 6 mois des élections, qu'on n'est pas sûr que l'équipe municipale en place sera l'équipe qui suivra, et on n'est pas sûr des décisions de l'équipe de Bru dans l'avenir. Dans les faits aussi, on a le sujet de quand même une école qui s'est retrouvée en janvier, et c'était un cauchemar pour tout le monde, pour les Pont-Réanais, mais pour nous tous ici qui avons participé à ces opérations de sauvegarde des populations et du matériel, donc une zone cernée par les eaux quand même. C'était vraiment un cauchemar, moi je vous le rappelle. D'ailleurs, certains bâtiments s'en souviennent, puisque le complexe Henri Brouillard a eu une remontée d'eau par capillarité. On a été obligé de refaire tout le sol.
Une partie du restaurant scolaire au niveau de la salle de réfectoire pour les enfants a aussi subi des remontées capillaires. Et l'eau, vous vous en félicitiez, monsieur le maire, mais il n'y a pas de quoi s'en féliciter parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. L'eau, elle est restée à quelques centimètres, dizaines de centimètres près du seuil de la porte. Sur une inondation qui, de mémoire de Pont-Réannais, certains Pont-Réannais qui par le passé n'avaient pas été impactés par les inondations ont été impactés cette fois-ci. Mais là aussi, c'est dans les faits, on ne sait pas de quoi sera fait demain sur la question du dérèglement climatique et des conséquences sur les inondations. Alors, on a aussi une autre interrogation, donc des questions que nous n'avons pas pu, auxquelles nous n'avons pas eu de réponse, c'est la question de l'étude du plan de déplacement des familles. Les familles, elles viennent d'où aujourd'hui, principalement? Elles viennent en voiture, elles viennent à pied. Donc ça, c'est des éléments qu'on aurait dû avoir pour prendre une décision sur un élément structurant comme une école. Parce qu'évidemment, si elles viennent en voiture, si on le met en lien aussi avec l'autre problématique qu'on a en Pont-Réan, de cet afflux de voitures par moment sur cette rue principale qu'est le centre-bourg, cette question de l'école, elle aurait pu aussi permettre de réfléchir à minorer le flux de voitures. Et donc, je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Alors, le contexte, nous vous l'a dit, il est environnemental, c'est sûr, et on ne peut pas y échapper. Le deuxième contexte, il est aussi financier, et on ne va pas se mentir. Quand une commune comme la nôtre a une capacité d'autofinancement en fin de budget si faible, tout investissement interroge. Et il faut que ce soit des investissements qui n'engagent pas d'autres dépenses à l'avenir. Et donc, vous allez comprendre ma réflexion. On a aussi une réflexion, ça vient aussi dans le contexte, sur la question des assurances, puisque vous savez, on a beaucoup de difficultés à avoir des assurances pour les biens publics. On a eu une explosion, nous, du montant de notre police d'assurance. Vous le savez, monsieur l'adjoint aux finances, qui grève, hein, d'ailleurs, qui a des impacts aussi sur notre capacité d'autofinancement, parce qu'on ne maîtrise pas cette évolution. On se retrouve devant le fait accompli. Il faut bien qu'on ait une assurance, donc on accepte les polices qui augmentent. On a le risque, quand on a des bâtiments, on a fait quand même tous les journaux télé au moment des inondations. Je pense que Pont-Réan est connu dans la France entière, hein. Et donc je pense que les assureurs, ils ont bien compris que Pont-Réan aussi est en zone inondable. Donc à un moment donné, quand il s'agira d'assurer, ce bâtiment agrandi, avec des nouvelles surfaces, mais avec aussi des nouveaux équipements qualitatifs, hein, eh bien les assurances, peut-être qu'elles nous diront, eh bien nous on ne veut pas assurer un bâtiment de cette valeur-là, ou alors peut-être nous diront-elles, eh bien on vous met une franchise de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être 1 million, comme ça se pratique parfois. Donc il y a aussi ce risque assurantiel. Et puis, il y a aussi cette question aussi qui, pour nous, on peut pas y échapper. On trouve qu'à 6 mois des élections, engager ce genre de travaux sans savoir ce que nous réserve l'avenir, c'est délicat. Alors, conclusion pour nous, quand même, au vu de tout ça, on pense qu'il y a un problème de méthode, puisque déjà, on considère que sur ce projet, on aurait dû, comme on vous l'a demandé, se retrouver en instance plénière avec les parents d'élèves, les acteurs locaux, et réfléchir globalement avec tous ces critères que je vous indique. On aurait dû le faire même en portant cette méthode de l'intelligence collective dont vous vous êtes vanté au début de ce mandat et qui finalement n'a pas été beaucoup appliquée, parce que là, ça valait vraiment le coup. Moi, je me souviens, quand on avait pris la décision de faire un terrain de foot synthétique, on avait utilisé cette méthode pour mettre tout le monde d'accord autour de la table et vraiment peser tous les avantages et inconvénients du sujet. Là, on considère que tous les avantages et inconvénients n'ont pas été vraiment pesés. En tout cas, on a l'impression d'être mis, pas avec nous en tout cas, on a l'impression d'être mis devant le fait accompli. Je voudrais aussi vous parler de The Shift Project. Alors, certains connaissent peut-être The Shift Project. Si vous ne connaissez pas The Shift Project, allez voir, c'est de la documentation gratuite, vous verrez, c'est très inspirant. Et The Shift Project dit, sur les questions de transition, il explique, donc c'est Jean-Marc Jancovici qui explique que les collectivités locales et les élus ont une responsabilité pour l'avenir. Déjà, ils ne doivent pas aggraver les situations existantes et ils doivent arrêter de mal faire. Donc j'ai une question. Est-ce que d'agrandir une école en zone à risque inondation n'est pas mal faire? Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution si on avait pu mettre tout sur la table avec les parents d'élèves? Parce qu'il y a un besoin. On ne dit pas qu'il n'y a pas un besoin. Il y a un besoin.
Est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui, avec le peu de moyens financiers que cette commune a, vous allez pouvoir me dire qu'on est très riche, ça me ferait très plaisir que vous me le disiez, mais je ne le pense pas, hein, au vu de ce qu'on a pu analyser des finances. Est-ce qu'il est raisonnable de prendre le risque d'avoir une inondation en janvier 2026, peut-être après en 2027, peut-être en 2028, et à chaque fois être obligé de supporter nous-mêmes les frais de réhabilitation parce qu'on est en zone inondable? Est-ce qu'il est raisonnable d'envoyer le message aux parents qu'on va avoir une école à 2 vitesses parce qu'à 2 étages? L'étage du bas sera mal isolé et de mauvais confort thermique, alors que l'étage du haut sera bien isolé. Est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable quand on se dit, comme vous, attaché à l'environnement, attaché à la participation citoyenne? Nous, on ne le croit pas. Et nous, on pense qu'il y avait une autre méthode à mettre en place. Parce qu'il y a un élément que je ne vous ai pas indiqué, mais qui est quand même assez impactant sur ce projet. C'est la question de la démographie. Parce que ça aussi, c'est un pari sur l'avenir. Parce que vous le savez, vous regardez les journaux télévisés, vous regardez toutes les informations sur le sujet, l'INSEE les donne, les informations. On a une baisse dramatique de la natalité en France. Mais cette baisse de la natalité, elle vaut pour tout le monde, y compris sur le territoire de VHBC. Elle vaut aussi pour le territoire de Bru. Aujourd'hui, nous avons 40 familles qui viennent de Bru. La baisse de la natalité, donc ils viennent de Bru-Pont-Réan. La baisse de la natalité va les concerner aussi. Donc on fait 3 classes supplémentaires. Aujourd'hui, quand j'ai posé la question de savoir si les effectifs qui arrivaient étaient des maternelles, puisque ce sont les maternelles qui remplissent les écoles pour plusieurs années, on m'a répondu que ce sont des élémentaires. Or, quand on construit une école, on la construit pour des dizaines d'années, pour 20 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train d'engager une dépense pour, en fait, un moment qui est finalement pas à la hauteur de l'investissement qu'on va faire? Donc nous, la question qu'on s'était posée, et Audrey, vous l'avez proposée dès le début, quand vous commenciez à parler de ce sujet, c'était de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un scénario B? Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier le fait d'avoir des modulaires très qualitatifs? Parce que ça existe, c'est possible, en bois de même qualité que l'extension que vous allez proposer, évidemment sur pilotis, évidemment qui était démontable le jour où on n'en avait plus besoin, qui permettait d'avoir un accueil périscolaire agrandi, de qualité, déplaçable, qui demain pouvait être mis à disposition d'autres associations si elles en avaient besoin. Est-ce que ce n'était pas ça qui était raisonnable? Est-ce qu'être élu, ce n'est pas s'engager pour l'avenir avec raison et courage? Parce que évidemment, il faut du courage pour dire aujourd'hui, comme on le fait vis-à-vis de vous à 6 mois des élections, de dire au Père en est, nous, on n'est pas sûr que c'est une bonne idée d'agrandir une école en inondable. Parce qu'imaginez le scénario, il faut 1 an et demi pour que l'école soit faite. Donc, je vous reparlerai après des conditions des travaux, mais ça aussi, je ne sais pas si vous l'avez bien pensé. Parce que moi, vraiment, ça m'interroge. Pour avoir vécu dans mon administration des travaux pendant que les gens sont leur lieu de travail, c'est quand même assez contraignant et impactant sur la santé des gens qui restent là. Donc, moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est... je pense vraiment qu'en plus, faire des travaux pendant 1 an et demi avec des enfants qui restent sur place, nos agents qui restent sur place, des professeurs qui restent sur place, ça veut dire c'est du bruit, c'est de la poussière. Ils seront là en permanence en même temps que les entreprises. Les entreprises ne vont pas travailler la nuit, elles vont travailler le jour. Alors imaginez demain, on a une nouvelle inondation, au bout d'1 an et demi de travaux, on est content, voilà, la belle école est sortie, enfin la belle école, une partie de la belle école, parce que le rez-de-chaussée reste ancien, donc le haut est sorti, ça paraît joli. Confortable, on verra. Il y a quand même des escaliers. En termes de confort pour les enfants, je ne suis pas sûre que ce soit super d'avoir 4 classes où les enfants se croisent en permanence. Mais imaginez, on a une inondation dans 1 an et demi, c'est-à-dire, allez, dans 2 ans, janvier 2028, inondation. Ça veut dire qu'il faut faire vivre de nouveau le déménagement qu'on a vécu aux équipes pédagogiques et aux enfants. Alors certes, on l'a fait. Certes, nos équipes administratives l'ont géré. Mais est-ce que c'est un bon usage et est-ce que c'est un bon service public de faire ce genre de choses? Quand j'ai regardé le PPRI, parce que ça aussi c'est un sujet, vous ne nous avez jamais présenté la carte du risque aléa revue. Donc nous, on ne sait pas. Et le risque aléa en plus, quand il est revu, on n'est pas du tout sûr que les nouvelles zones, c'est-à-dire les zones de l'école actuellement, ne vont pas être atteintes. Donc quand j'ai regardé l'ancien PPRI, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que quand on est en zone bleue, la première démarche qu'on doit faire, c'est chercher l'alternative. Chercher l'alternative, ça veut dire ne pas aggraver le phénomène. Ne pas agrandir une école qui est dans une zone bleue.
Et là, on est en zone bleue. C'est écrit dans les textes que vous avez sous les yeux. Alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas vu les mêmes textes. Donc, alors à la fois, je trouve que c'est assez irresponsable aussi, parce qu'en même temps, si on a toutes ces difficultés que je vous prédis, parce que malheureusement, le changement climatique, le dérèglement, on ne va pas y échapper, quoi. Et on sait que quand on est en zone inondable, et que, au vu de la bitumisation partout sur le département, évidemment, ça a des conséquences sur le flux de l'eau, la gestion de l'eau, les zones humides, et tout ça, ça aggrave encore les phénomènes d'inondation. Eh bien, quand tout ce que je vous dis là va arriver, bah finalement, c'est le contribuable qui va trinquer. Le contribuable, c'est tout le monde. C'est les Pont-Réanais, mais c'est aussi les Guichenais. Et c'est là que je trouve tout ça très irresponsable. Je trouve aussi très irresponsable parce que même si des assurances venaient à nous couvrir de ce risque-là, j'ai des doutes, hein, eh bien, c'est quand même le coût, on le fait supporter collectivement par l'ensemble des Français qui supportent ces polices d'assurance. Ça aussi, c'est irresponsable quand on est élu. Donc, franchement, moi, je trouve que ça manque de méthode. Il n'y a pas que moi, d'ailleurs, on pense que ça manque de méthode. Ça manque de ce moment qu'on demandait de réflexion collective. Donc, nous, au vu de tout ça, ben, vous comprendrez le vote que nous aurons et nous confirmons que nous considérons que les habitants de Pont-Réan méritent aussi d'avoir des bons équipements, tout comme on peut les connaître à Guichen. Mais ça ne se fait pas à la va-vite. Et ça se fait avec réflexion et en expliquant aussi les enjeux à nos concitoyens. Voilà, merci. Ouais, j'aimerais rajouter, mais juste des petites précisions. Alors ça, c'est plus personnel. Je suis allé également la semaine dernière en compagnie de monsieur Lucas Mounier pour visiter l'école. Donc j'ai bien compris l'extension et l'existant qui restait en l'état. Qu'il n'y avait pas de remplacement des huisseries. J'ai bien entendu votre argument par rapport à la notation, par rapport à décret tertiaire, ou en tout cas classement énergétique, ça avait peu d'impact et que ça occasionnait un coût. Donc ça, c'est une chose, c'est la réglementation, c'est un diagnostic performance énergétique. Donc là, on va calculer la déperdition de chaleur. Par contre, on ne parle pas de confort. Donc ça ne va pas régler des problèmes de courant d'air. Ça ne va pas régler des problèmes de chaleur l'été. Donc je pense à tout ce qui est baie au sud qui ne sera pas modifié. Donc on va rien modifier à l'inconfort actuel des élèves. Alors c'est sûr que ce n'est pas pris en compte dans ces études-là, mais c'est un fait. Donc, et ça, faut le faire. Et quand on a fait le tour de l'école, on voit bien qu'il y a des châssis en bois qui sont vraiment altérés aujourd'hui. Étant du bois, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et ça, ce n'est pas prévu non plus. Donc là, je me dis... Et ce qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est que j'ai parlé avec quelques parents d'élèves, pas tous les parents d'élèves, mais eux leur demandent, pour ceux que j'ai vus, hein, c'est peut-être pas un échantillon qui est assez représentatif à vos yeux, mais ceux que j'ai vus, eux, c'était avant tout une rénovation et plus de confort plutôt qu'une extension dans leur attente. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc ça m'interroge quand même le fait que les huisseries, même si, ok, j'entends votre argument économique et énergétique, il y a un argument de confort, il y a un argument d'usage. On parle quand même de gamins qui vont de 3 à 10 ans. Quoi. Le minimum, c'est de leur amener du confort. Voilà, ça c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Jumel. Oui, moi je voulais citer à peu près la même chose que disait Pierrick, mais les parents d'élèves, ce qu'ils demandaient en premier, c'était la rénovation de l'existant au niveau des fenêtres. C'était une passoire, il y avait des courants d'air, il y a des courants d'air l'hiver. Et moi, quand j'étais à la commission marché public, quand on était sur les menuiseries, c'est là que j'ai posé la question, est-ce qu'on change les fenêtres de l'existant? On m'a répondu non. Moi, j'ai bien dit que je n'étais pas d'accord, qu'il fallait au moins changer les menuiseries. Et bon, apparemment, c'est vous qui avez dit qu'il ne fallait pas... qu'on ne changeait pas les menuiseries. C'est un choix de la municipalité. Quoi. Donc moi je trouve qu'il fallait changer les menuiseries au moins, et peut-être faire moins de classes dans l'extension, mais c'était quand même une demande des parents d'élèves de changer les menuiseries, de rendre plus confortable l'existant. Et là, en fin de compte, on ne va pas répondre à leurs demandes. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Lucas veut peut-être répondre. Moi, j'ai des réponses à apporter. Monsieur Lucas, peut-être. Moi, je veux bien démarrer. Alors d'abord, on va rappeler le contexte. On est dans une école qui date de fin 80, des années 80.
Effectivement, on n'avait pas un tel réchauffement climatique à l'époque, il s'est accentué comme vous le constatez. Et puis l'historique veut qu'à Pont-Réan, effectivement, la Vilaine est là, on est dans une zone inondable, on le sait. Et quand vous échangez avec les gens, les habitants de Pont-Réan, j'échange quand même assez souvent avec eux, ils ont une notion de village. Cette notion de village, quand vous leur dites, bah oui, mais on a une école, effectivement, on reçoit une quarantaine d'enfants de Bru, ah oui, mais vous n'allez pas nous les enlever, on est d'abord un village. Ça, vous ne l'avez pas dit, ça. Parce que moi, je les ai rencontrés aussi, les habitants de Bru. Non, attendez, laissez-moi parler, je vous ai laissé parler. Dans un premier temps, j'aimerais bien que l'équipe majoritaire puisse vous apporter les réponses. Ça, c'est le premier point. Quand je rencontre aussi le professeur des écoles, qui enseigne dans un modulaire, je dis bien qui enseigne dans un modulaire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous pensez qu'elle est contente des conditions de travail qu'on lui donne? L'été, il faut surchauffer. Hein, l'été, elle crève de chaleur. Hein, qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents? Moi, j'assiste au conseil des écoles avec M. Lucas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand est-ce que vous allez effectivement nous donner du matériel adéquat pour travailler? Quand est-ce que vous allez agrandir nos écoles? Quand est-ce qu'on va pouvoir enlever un Algeco qui est dans la cour? Ça, c'est pas... Vous ne le savez peut-être pas, mais quand on assiste au conseil des écoles, c'est ce que l'on entend. Effectivement, M. Jumel et M. Offray, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, on a des huisseries qui ne sont pas de bonne qualité. Quelle était l'urgence? Le choix d'équipe majoritaire a été de dire, on va anticiper, parce que, oui, effectivement, toutes les études démographiques, effectivement, peuvent laisser penser que, mais au vu de la commercialisation que l'on a quand même sur le site de la Massey, on pourrait penser, moi je pense qu'effectivement ces écoles, ces classes serviront. J'en veux par exemple les Calunes. Quand on a fait l'école des Calunes, rappelez-vous, on l'a fait en 2 étapes. Madame Motel, d'ailleurs, vous siégez à l'époque, rappelez-vous, dans cette salle, hein, dans ce conseil municipal, et on a fait un agrandissement des écoles. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien, effectivement, que l'école des Calunes, c'est plein. Voilà. Non, mais je me permets. Alors, autre chose également, vous parlez effectivement d'une cour bitumée. Ben oui, effectivement. Dans les années 80, on bitumait les cours. Effectivement, vous n'étiez pas là, moi non plus. Et c'était, je pense que au niveau départemental et sur la France, effectivement, on n'avait pas encore cette volonté, effectivement, de revégétaliser les cours parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'on allait avoir, effectivement, ce réchauffement climatique qui arrive très vite. Et puis, alors, vous parlez d'un autre sujet aussi qui m'interpelle. Vous avez 2 sujets. Vous avez dit, on aurait peut-être pu faire autre chose. Ben oui, effectivement, nous, on a regardé effectivement quel était le coût d'une autre école. Mais déménager une école, c'était aussi abondé avec un restaurant à côté. Parce que quand on déménage l'école, il faut déménager le restaurant. Mais vous occultez complètement l'école Saint-Martin, l'école Sainte-Marie, hein, qui est à côté. Comment auriez-vous fait, effectivement, en déménageant une école? Encore aurait-il fallu avoir le terrain. C'était aussi accentué de la circulation. Vous parlez de circulation des parents. Vous parlez des circulations de voitures. Oui, je suis d'accord avec vous, mais les parents, ils peuvent aussi venir, effectivement, via, effectivement, déposer les enfants. On a mis en place la rue aux enfants, justement, pour faire en sorte que les parents puissent venir, comment dirais-je, à pied, amener leurs enfants à l'école. Regardez le cheminement qu'on a fait de la Massey, qui part en face chez Néotop pour descendre. 7 minutes pour descendre, 9 minutes pour remonter. Tout cet été, les parents étaient ravis, effectivement, d'avoir ce cheminement. Alors, ne dites pas qu'on a fait n'importe quoi. Dernière chose aussi, faire des travaux en site occupé. C'est une interrogation qu'on a eue, et M. Jumel, qui a assisté de mémoire au comité de pilotage avec nous, c'est une interrogation qu'on a eue énorme. Et c'est un sujet délicat, et je suis d'accord avec vous, Madame Motel. Faire des travaux en site occupé, surtout dans des écoles, c'est pris en compte. Vous me parlez de quoi? Du pilotage de? Il me semble que vous participez... non, excusez-moi. C'est la commission travaux. C'est quelque chose, c'est un fait qui va être pris en compte, effectivement, pendant les travaux. Les professeurs des écoles, les parents d'élèves savent très bien, moi je leur ai dit, effectivement, qu'il y allait avoir des travaux en site occupé. Ils en sont conscients, mais s'ils veulent effectivement avoir des conditions de travail qui s'améliorent, il va bien falloir effectivement qu'on commence par faire des travaux. Et effectivement, on est dans un site, effectivement,
inondable, effectivement, on va faire des travaux à l'étage. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour terminer, avant de passer la parole à M. Lucas, sur le bâtiment lui-même aujourd'hui, oui, effectivement, on a des travaux à faire. Il faudra qu'on les fasse très très vite. Et ce sera effectivement pour l'équipe qui va venir, effectivement, il faudra que l'équipe en place apporte effectivement les réponses effectivement à cette problématique par le biais de changements, pour reprendre ce que disait M. Jumel, notamment de toutes les baies vitrées. Voilà. M. Lucas, pour d'autres... Je pense qu'on s'accordera au cours du mandat qu'on n'aura pas été d'accord sur la méthode. Et ça, je l'entends. Concernant la précipitation, j'ai plus de mal. La notion d'urgence, enfin, je rappelle que y a eu des dossiers constitués, des échéances respectées, enfin, entre juin 2022, sachant que les travaux ont déjà commencé avant, hein, mais depuis juin 2022, où le sujet est quand même abordé en commission, avec des présentations de scénarios, des tableaux de coûts, les différents diagnostics. Voilà, en soi, on arrive aujourd'hui 2025, mais c'est 3 ans de travaux autour du sujet. Et de fait, dire que là, ce serait potentiellement pour un enjeu électoral, on n'est pas sur un enjeu électoral. On a certes un enjeu, oui, financier, parce qu'on a des demandes de subventions, pour lesquels il faut que les travaux démarrent pour qu'on puisse percevoir ces subventions, sachant qu'il y a eu un gros travail de fait par le service finance sur ces subventions et qu'on est largement aux attendus de ce qu'on pouvait prétendre. Donc il serait dommage de se priver de ça. Concernant la rénovation énergétique, on est tous conscients que c'est un besoin sur l'ensemble des bâtiments, y compris les écoles, et pas que Marcel Greff. Après, il y a une notion de priorisation parce que la rénovation énergétique, ça a un coût. La pure et simple rénovation énergétique de l'existant de Marcel Greff, hors frais de maîtrise d'œuvre, hors frais annexes, elle était aux alentours de 800 000 €. Je me suis engagé à vous communiquer le diagnostic, je le ferai sur le diagnostic qui avait été fait par Thalem Ingénierie. Donc de fait, oui, 800 000 € à engager pour de la rénovation. Et je suis d'accord avec vous que c'est un confort thermique. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des classes qui font 45 mètres carrés, et là, pour le coup, on est loin de la norme acceptable pour des enfants. Aujourd'hui, toute école, elle est construite sur des classes qui font entre 60 et 65 mètres carrés, selon qu'on est sur des élémentaires ou des maternelles. Aujourd'hui, on en est loin, donc certes, on aurait pu refaire les fenêtres, ça n'aurait pas agrandi la classe, ça n'aurait pas rendu acceptable dans le temps les conditions d'accueil des enfants dans ces classes-là. C'est des conditions de travail aussi difficiles pour les enseignants, d'avoir un aménagement de classe avec des tables dans tous les sens pour pouvoir faire tenir des groupes de 24, 25, 26 enfants dans des classes. Donc on a ajouté un modulaire depuis maintenant 3 ans, puisqu'il est arrivé en septembre 2022, ouais, c'est ça. Ce modulaire, il était une nécessité pour ne pas avoir à déplacer des enfants. On sait qu'on ne peut pas ajouter. Aujourd'hui, les échanges qu'on a eus avec les DDTM sont assez clairs sur le fait qu'il est hors de question de continuer à ajouter des modulaires sur les parcelles, sachant que pour le coup, le modulaire se retrouve, lui, vraiment dans une zone inondable. Donc, stop. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait? On déplace des enfants. On déplace des enfants sur une autre école, on organise des cars. C'est des modèles qui ne sont pas non plus convenables et qui, pour l'avoir partagé avec les enseignants et les familles il y a 2 ans de ça, n'était pas tenable. S'il y avait eu une nouvelle ouverture de classe, les enseignants et les parents, lors du conseil d'école, avaient dit qu'ils ne se prononceraient pas en faveur du déplacement d'un groupe d'enfants, d'un groupe classe sur une autre école. C'est une possibilité, mais c'était pas entendable pour eux en termes de confort d'accompagnement de ces élèves. Il y a des choix à faire. On a une incertitude sur Bru. Et ben jusqu'à temps que ça devienne une certitude, ça restera une incertitude. J'ai pu partager avec vous effectivement les divers échanges qu'ont eu les habitants de Bru avec leur propre municipalité sur le fait que pour l'instant, en tout cas du côté habitant, ils étaient aussi fortement opposés à devoir envoyer leurs enfants ailleurs qu'à Marcel Greff. La municipalité fera ses choix par rapport à ça. Nous aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas déplacer les enfants, de prioriser effectivement des espaces de travail, des espaces surélevés, puisque de fait toute la nouvelle construction va être très au-dessus du niveau actuel de l'école. Donc bon, si l'assureur nous refuse une assurance parce que pour le coup on aura une partie sécurisée,
c'est son droit, mais franchement, je trouve ça un peu fort de café. Voilà, les plans de déplacement, de fait, il y a eu des études de fait en lien avec Territoire sur l'aménagement de la Massey. Il y a des aménagements qui ont été faits pour du chemin doux, voilà, pas forcément le plus accessible pour les poussettes et autres, mais voilà, un chemin qui a été aménagé entre la Massey et l'école. Voilà, on aurait pu, c'est sûr, imaginer de construire une nouvelle école. Une nouvelle école, c'est 13 millions d'euros. Voilà, je sais pas ce qu'on aurait fait de l'ancienne, hein, parce que pour le coup, voilà, il aurait fallu déplacer le restaurant, et puis ce jour-là, Henri Brouillard n'aurait plus été à côté, puis la bibliothèque se serait retrouvée loin, et puis les commerçants du centre de Pont-Réan, qui disent aussi vivre du fait des passages des familles auprès de leur commerce, eh ben, ça avait une incidence dans les choix qui ont été faits. Donc ce ne sont pas que des choix irréfléchis, contrairement à ce que vous pouvez penser. Il y a eu du travail de fait, il y a eu des échanges menés avec des habitants, des commerçants, des équipes pédagogiques, les différents services de la commune et de l'État. Voilà, et on a eu des échanges en commission aussi sur le sujet. Après, sur ce sujet-là, comme bien d'autres au cours du mandat, vous nous opposez des écarts de méthode. Et voilà. Mais pour le coup, là où on se rejoint, au moins, j'en suis ravi, c'est qu'on estime tous la nécessité d'investissement sur Pont-Réan, et je pense que celui-ci n'est pas un mauvais investissement. Je vais juste rajouter en complément de ce qu'a dit Mathieu. En fait, on a étudié d'autres possibilités, hein. On ne va pas se le cacher, hein. On avait la possibilité effectivement d'aller mettre une école à la Massey, au sec, comme on peut dire. Mais effectivement, on a pris le choix en travaillant avec la DTTM, parce que quand vous dites que c'est pas réfléchi en zone inondable, les zones bleues, au niveau urbanistique, on a fait ce qu'il fallait. La DTTM nous a mis des contraintes fortes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est passé plutôt en élévation plutôt qu'en extension. Et en fait, notre volonté à nous, et je pense qu'elle est partagée par une bonne partie des Pont-Réanais, c'était de garder la vie dans le bourg. Alors certes, Pont-Réan est inondable, mais on ne va pas raser la commune, le bourg de Pont-Réan comme ça. Il faut faire avec, en étant conscient des problèmes. Et je pense que c'est ce qu'on a pris en compte. Et en même temps, on a maintenu la vie dans le bourg. Comme disait Mathieu, on avait, parce qu'en fait l'école, elle est à un endroit stratégique. Elle est près de la bibliothèque. Elle est près de la salle de sport, et déménager une école, ça faisait déménager tous ces services-là. Autrement, c'était très problématique. Donc nous, on a choisi de maintenir la vie dans le bourg, comme on a voulu maintenir le fait qu'il n'y avait pas de commerce sur le site de la Massey, pour qu'il y ait une vie qui reste dans le bourg. Et on est content de ce choix-là. Moi, je voulais juste réagir dessus. Alors, on n'a pas dit qu'il fallait démolir entièrement l'école et la refaire ailleurs. Je veux dire... La question, c'était de savoir à quel point il fallait l'agrandir, en fait. Donc, au final, là, l'histoire des 45 mètres carrés et 60 mètres carrés, c'est quelque chose, pour la taille des classes, c'est quelque chose, en effet, que j'avais pas en tête, parce que, comme je le maintiens, on ne nous a jamais présenté le projet en détail à aucun moment. Peut-être, en effet, il y a eu des subventions de voter, il y avait peut-être des plans qui étaient annexés quelque part, mais jamais on nous l'a présenté en détail. Ça, je le maintiens. Je veux dire... D'ailleurs, à vrai dire, j'ai voulu aller le voir en détail encore la semaine dernière, j'ai encore pas réussi à le télécharger, mais il est bien sur le dossier, hein. C'est juste que c'est très long à télécharger, enfin bref. C'était la première fois qu'on voyait le projet en entier, donc le DCE a été mis en effet en mai sur le dossier projet structurant, mais avant il n'y avait pas de dossier détaillé en fait, voilà. Et donc la question, c'était évidemment pas de démolir toute l'école et d'en refaire une, on n'est pas complètement stupide non plus, je veux dire. On sait bien que ça coûte. Là, on se bat pour 1,8 million d'euros. On trouve que ça fait beaucoup. Donc évidemment, quand il y a 13 millions d'euros en face, on n'aurait pas proposé ça. C'était pas ça la question. La question, c'était de savoir si c'était pas possible de réhabiliter cette école, ce qui était quand même le souhait initial, en l'étendant éventuellement un petit peu pour qu'on ait des conditions satisfaisantes pour les classes existantes, et de faire une extension d'une autre école ailleurs, en fait. Parce que j'imagine, comme je dis, j'imagine, parce que évidemment, je n'ai pas pu étudier la question vu que moi, je ne suis pas dans les commissions scolaires, donc c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Donc peut-être, en effet, on dit n'importe quoi depuis une heure, mais d'un autre côté, comme on ne nous a pas expliqué plus en détail, peut-être qu'on ne peut pas dire autre chose que n'importe quoi. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu étendre ailleurs une des écoles existantes, qui sont pour certaines, où on a eu des fermetures des classes cette année, il me semble. Je ne sais pas, à Charcot, je crois. Enfin, je ne suis pas sûre non plus, hein, j'avoue.
et revoir encore la carte scolaire. Parce que la carte scolaire, il me semble que la dernière, il y a encore une partie des gens qui sont... alors, à partir de la Provôtès, j'ai bien compris que ça allait de l'autre côté, mais avant, c'est quand même des gens qui, de toute manière, viennent en voiture. C'est pas des gens qui viennent à pied avec les enfants. C'est pour ça que Michel parlait de plan de déplacement. C'était pour voir comment les gens viennent à l'école. Et il y en a quand même peu qui viennent à pied. Je suis d'accord, la Massa, ils peuvent venir à pied maintenant par le cheminement s'ils le souhaitent. Je ne suis pas sûre que ce soit le cas, notamment quand il pleuvra. Mais bon, après ça, je veux dire, on n'y peut rien. Mais les gens qui sont ailleurs, potentiellement, c'est quelque chose qui, évidemment, qu'il aurait fallu faire sur un certain temps, parce que pour pas séparer les familles, etc. Voilà, enfin, c'était toute une méthode que vous avez appliquée aussi lorsque l'école des Calunes a été ouverte, hein, je veux dire. Ça s'est déjà fait. Et je pense que quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui aurait pu être regardé. Peut-être vous l'avez fait, mais après, d'un autre côté, nous, on n'a rien vu. Donc, on arrive aujourd'hui, on a le projet qui est ficelé. Franchement, je vous dis, moi, j'ai l'impression qu'il est sorti comme ça, que je ne l'ai jamais vu avant. Pourtant, je viens souvent, hein, je veux dire, j'écoute ce qui se passe, je suis là, je suis présente, voilà. Et je trouve ça dommage, voilà. Et je suis en travaux et urbanisme et on nous l'a jamais présenté. Enfin, j'ai même pas souvenir. En fait, je me rappelle, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport au permis de construire. Je me rappelle pas l'avoir vu. Je me rappelle pas l'avoir vu en commission de travaux et c'est quand même étrange. Je veux dire, on l'a pas vu. Enfin, je me rappelle très bien avoir vu celui du multi-accueil, mais celui-là, je l'ai pas vu. Ou alors c'était une où j'étais pas là. Bon, hier, j'étais pas là, je suis désolée, j'avais pas eu de convocation pour la commission de travaux, je précise. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Offray. Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire avec moi que c'est un projet structurant pour la commune? Oui? Bon. Il a été fait ici une voire deux fois, pour moi 2 fois, mais je peux me tromper, la demande d'avoir une assemblée plénière pour travailler sur ce projet. On n'a jamais eu de réponse. On est d'accord? C'est un fait. On n'a jamais eu de réponse. Jamais. Mes colistiers, qui siègent dans différentes commissions, disent bien, ils ont l'impression de découvrir le sujet. Donc voilà, comprenez ce que vous appelez de l'opposition. C'est comme d'habitude, on est parti de fait. Hein, donc voilà, on met en avant des points de vigilance. Comprenez qu'à partir du moment où on n'est même pas inclus dans le mode projet, dans la décision, ben, comprenez notre étonnement et qu'on découvre des sujets. Acceptez-le. Et ça, vous me parliez qu'on vous reprochait une méthode, ben ça, c'est votre méthode, que vous le vouliez ou non. Motel. Alors moi, je vais répondre, Monsieur Delamare, à tout ce que vous avez pu dire. On n'a jamais dit qu'il fallait désectoriser les 40 enfants de Bru. Ça fait partie des faits. On l'annonce comme un fait. Un fait, c'est quelque chose qui est intangible, qui est incontestable de part et d'autre. Vous voyez, cette caméra, elle est noire, c'est un fait. Donc il y a 40 enfants qui viennent de Bru, c'est un fait. On n'a pas dit qu'il fallait les changer de sectorisation. Alors ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous le présentez comme ça, on peut penser des choses derrière, madame. Surtout quand vous la présentez. Non, c'est factuel. En fait, vous savez, on va encore parler des méthodes. Vous voyez, pour prendre des bonnes décisions, il faut voir tous les faits. Pour voir tous les côtés d'une montagne, pour pouvoir comprendre ce que les uns les autres pensent, il faut mettre tout sur la table, tout ce qui est objectif. Donc ça fait partie de la méthode. Voilà, c'est une méthode projet. Les professeurs des écoles se plaignent des Algeco, on le comprend, on ne le conteste pas. Il n'y a pas de sujet pour nous. C'est clairement un problème de laisser de l'enseignement pendant 3 ans dans un tel lieu. Voilà, ça c'est un problème. Vous nous avez parlé des Calunes, ça tombe bien, oui, les Calunes, moi je venais d'arriver quand les Calunes se sont faites. Mes enfants étaient scolarisés à Charcot. L'année d'après, ils ont perdu la moitié de leurs copains parce qu'ils sont allés aux Calunes. C'est un fait, c'était un aménagement du territoire parce que la commune de Guichen avait besoin de nouvelle école, on a fait une école aux Calunes. Mais on ne s'est pas posé la question à ce moment-là de faire un étage à Charcot. On a fait une nouvelle école, on a investi. Aujourd'hui à Pont-Réan, on a près bientôt 3000 habitants sur Pont-Réan avec la Massay. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un étage à 1,8 million. On investit quoi? On ne rénove pas la maison. Les bases, je veux dire les fondations. Non mais on investit quoi pour Pont-Réan? Pont-Réan, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Vous n'avez pas répondu, ni les uns ni les autres, à mes inquiétudes, à nos inquiétudes sur la question de l'évolution des effectifs. C'est un phénomène national, une baisse de la natalité. C'est pas parce qu'on a des jeunes à arriver à Pont-Réan qu'ils vont forcément faire des enfants. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui disent aujourd'hui ne plus vouloir d'enfants. Ils ne veulent plus d'enfants parce qu'ils ont peur du dérèglement climatique.
C'est une réalité, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez décréter vouloir qu'ils fassent des enfants, s'ils ne veulent pas en faire, ils n'en feront pas. Et vous l'avez reconnu, aujourd'hui, arrivent dans nos écoles des enfants en classe élémentaire. C'est-à-dire, ils sont là pour 3-4 ans. Donc, vous ne répondez pas à ce fait-là. Vous ne répondez pas non plus au fait du risque financier lié aux assurances. Vous ne répondez pas à ça. Vous ne répondez pas non plus au fait qu'on est en risque de vivre tous les ans de nouvelles inondations et tous les ans devoir déménager des classes en urgence, dans la catastrophe, dans le traumatisme. Vous ne répondez pas à ça. Vous ne répondez pas à la question du déplacement des familles et du plan de déplacement parce que vous ne l'avez pas fait. La réponse que vous me donnez, monsieur Lucas Mounier, sur le plan de déplacement de la SADIF, c'est une grande rigolade quand même. Je me marre. Parce que moi, ce que je vous demande, c'est le plan de déplacement des familles qui viennent là, dans cette école. Et quand vous avez un bourg qui circule comme pour Réan et que vous n'avez pas de stationnement, les familles, elles ne font que passer, elles ne peuvent pas s'arrêter. Donc, tous vos arguments, en fait, je pourrais les démonter un à un. Alors, je vais pas m'arrêter à tout ça. On a dit ce qu'on avait à vous dire. Nous, on va s'abstenir au vu de tout ça. Parce que vous ne nous avez pas associés. Vous nous avez, une fois de plus, méprisés et vous êtes en position dominante comme cela a été depuis le début de ce mandat. Voilà. Merci. Juste quand même, il y a quelque chose que j'ai noté. Tout à l'heure, je crois que c'était Madame Motel qui a parlé d'Algeco. On aurait pu avoir des Algeco. On a des Algeco qui sont dignes de ce nom. Mais Madame Motel, sur pilotis. On a parlé de modulaire. Oui, de modulaire, c'est ça. Mais vous savez que la DTM ne vous aurait jamais donné l'autorisation. Vous savez ça. Jamais. Moi, je vous le dis parce que... Non, mais moi, je vous le dis. Parce que ça, c'est très intéressant. Comment on pourrait le savoir ? Puisque quand même, le mépris va, et là je suis assez colère parce que on était là au moment des inondations pour aider, le mépris va jusqu'au point où on n'a jamais eu la présentation de la nouvelle carte des aléas, alors qu'on est quand même très impliqués. Vous ne nous l'avez pas présentée. On n'a pas été associés à ces questions. On n'a pas été associés aux discussions de la DTTM et de ce qui était possible ou pas. Donc nous, on fait nos scénarios de notre côté, mais on n'a pas été associés. Donc, comprenez notre abstention. Moi, j'espère qu'un jour, si un jour, vous, les uns les autres, vous retrouviez dans une autre équipe, j'espère que vous ne seriez pas traités comme on est traités. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Madame Lebrun. Surtout, enfin, je veux dire, par rapport à la rénovation thermique qui était demandée par les parents, il reste quand même 2 classes qui sont au sud, les 2 classes de maternelle, et qui, elles, n'auront pas de rénovation, si j'ai bien compris. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Le Bourdet. Je me permets juste de rajouter qu'en commission enfance, on a abordé plusieurs fois le sujet. Les plans ont été, les scénarios ont été présentés et on a tous travaillé ensemble sur ces remarques. Le lait. Alors, ce qu'on a eu en commission, c'était effectivement les scénarios de deux chantiers de réhabilitation de l'école, mais en aucun cas on a travaillé sur le projet structurant à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on déplace ? Est-ce qu'on agrandit ? Si on agrandit, comment ? Est-ce qu'on utilise rehaussé ou pas rehaussé ? Enfin bon, à aucun moment on a travaillé sur le sujet. En fait, ce qui est arrivé en commission, alors c'était de nous prévenir qu'effectivement il y allait avoir des travaux à l'école, et un jour on nous a proposé les 2 projets, il y avait 2 projets de prévus, celui existant là, et un autre. Voilà ce qui a été vu en commission. À aucun moment on n'a travaillé sur le projet en lui-même. Y a-t-il d'autres remarques? Également à Madame Le Bourdet, parce qu'on nous rétorque toujours qu'on n'a qu'à regarder les comptes rendus de commission. Comment je fais, moi, avec un compte rendu pour savoir ce qui a été dit, pour voir les plans et tout? C'est impossible, ce que vous nous demandez. C'est impossible, tout simplement. Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous m'avez impliqué dans le COPIL, se disant que j'étais au COPIL. C'était l'erreur de ma part, monsieur, je vais m'excuser. Ça veut dire qu'il y a eu un COPIL.
On a eu effectivement des réunions avec le maître Il y a eu un copil, mais on n'était pas associés. Voilà. Donc c'est là que on n'était pas associés. Donc vous l'avez dit vous-même, il y avait un copil, mais on n'a pas été associés. Ouais, mais je vais faire un commentaire. Moi, vu qu'en fait, on n'a pas du tout été associés, moi, je vais même pas prendre part au vote. En fait. D'accord. Ça sert à rien. Ok. Donc là, maintenant, effectivement, je vais mettre au vote. Alors, on va noter. Y a-t-il des votes contre? Attendez, monsieur Delamarre, parce que je Madame pense Motel. que dans notre groupe, on va être plusieurs à ne pas vouloir prendre part au vote. Donc, comment on le fait? On l'indique, comment on le fait? On va indiquer dans le procès. Pardon? Vous nous donnez le nom des personnes qui ne veulent pas prendre note. Normalement, monsieur Offray, il faut attendre effectivement que le vote ait eu lieu pour quitter la salle. S'il vous plaît. Je vais mettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Non, Julien. Bonsoir tout le monde, je vous propose de démarrer. Je vais commencer par faire l'appel. Philippe Salin. Présent. Laurence Bienne. Mathieu Lucas. Isabelle Le Bourdet. Jean-Philippe Méhu. Hermine Toffoletti. Jean Lemoine. Anne Gadby a donné pouvoir à Madame Le Bourdet. Joël Sieler a donné pouvoir à Philippe Salin. Jean-Marc Joumier. Nadine Jouot a donné pouvoir à Pascal Thésée. Françoise Lebrun. Sandrine Curet. Catherine Chérif a donné pouvoir à Hermine Toffoletti. Mathieu Chanel. Julien Dubois a donné pouvoir à Mathieu Lucas. Sylvie Lelay. Thierry Pressard. On attend. Je ne marque rien. Michel Motel. Patrick Jumel. Audrey Groseni. Bruno Margotin.
Patricia Auguin me donne pouvoir. Pierrick Offray. Patricia Pianet donne pouvoir à Laurence Bienne. Le secrétaire de séance ce soir, Monsieur Chanel. Très bien. Donc, conseil municipal, je ne vais pas dire exceptionnel, mais particulier, puisque c'est un conseil municipal dédié effectivement à la réhabilitation et l'extension du groupe Marcel Greff. Donc, ça fait suite à l'autorisation de signature du marché des travaux. Avant de démarrer, j'ai l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er juillet 2025. Y a-t-il des remarques? Je vais le mettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Donc pour le seul point à l'ordre du jour, je vais donc passer la parole à Monsieur Lemoine. Alors, il s'agit de la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Marcel Greff et l'autorisation de signature des marchés de travaux. Par décision en date du 18 juillet 2023, le marché de maîtrise d'œuvre a été passé avec le groupement d'architectes Faber, Thalem, Ares Concept, Acoustibel, Process Cuisine et Blanchisserie pour les travaux de réhabilitation et extension du groupe Marcel Greff. Ces études ont été menées entre la commune et le groupement d'architectes. Un avis d'appel public à la concurrence relatif aux travaux de réhabilitation et extension du groupe scolaire Marcel Greff a été publié sur le journal Ouest France en date du 20 mai 2025 et le dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne sur le site internet de Mégalis Bretagne. 83 offres ont été reçues sur la plateforme. Les cabinets Faber et Thalem ont réalisé une étude technique et financière des offres sur la base des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de la consultation. Considérant l'avis favorable de la commission marché public MAPA réunie le 9 septembre 2025, il est proposé d'autoriser le maire à signer les marchés de travaux et de réhabilitation extension du groupe scolaire Marcel Greff avec les entreprises suivantes. Lot 1, terrassement VRD espace vert, entreprise MAN TP pour un montant de 141 837,50 €. Lot 2, démolition des amiantages des plombages, entreprise Théolis pour un montant de 71 376,71 €. Lot 3, gros œuvres, entreprise Vignon pour un montant de 384 000 €. Lot 4, charpente, fob, bardage, couverture, entreprise CCL pour un montant de 219 218,62 €. Lot 5, étanchéité, entreprise Duval pour un montant de 76 487,14 €. Lot 6, menuiserie extérieure, entreprise Miroiterie 35 pour un montant de 90 089,09 €. Lot 7, serrurerie, entreprise ACM pour un montant de 34 378,49 €. Lot 8, menuiserie intérieure, entreprise Bergot Percel pour un montant de 103 696,77 €. Lot 9, isolation cloison doublage, entreprise Simbat pour un montant de 107 342,07 €. Lot 10, faux plafond, entreprise Gauthier Plafond pour un montant de 43 420 €. Lot 11, carrelage revêtement de sol, entreprise de Leblois pour un montant de 109 138,43 €. Lot 12, peinture et ravalement, entreprise Thiriot pour un montant de 29 980,35 €. Lot 13, nettoyage, entreprise Alonette pour un montant de 6 500 €. Lot 14, ascenseur, entreprise TKE pour un montant de 28 990 €. Lot 15, chauffage VMC plomberie, entreprise Amont Mollard pour un montant de 247 153,48 €. Lot 16, électricité, entreprise Génie Elect pour un montant de 124 992,55 €. Lot 17, panneaux photovoltaïques, entreprise solaire 3Tech
pour un montant de 47 607,40 €. Le coût total des travaux s'élève à 1 866 208,60 €. Pour faire suite à cette présentation de M. Lemoine, y a-t-il des questions? Oui, M. Jumel. Ah, oui. À la commission marché public, on avait parlé justement des panneaux photovoltaïques. J'aurais voulu avoir des précisions. Je ne sais pas s'il y a eu depuis les précisions au sujet des... Oui, pour savoir exactement ce que ça... Malheureusement, j'ai pas réussi à voir le... la question, c'était le pourcentage que représentait l'autoconsommation sur la consommation globale du bâtiment. Et donc, comment? Oui. Donc, on devait se renseigner auprès du bureau d'études, mais on n'a pas réussi moi, j'ai pas réussi à le contacter encore. Donc, je n'ai pas le renseignement par rapport à ça, quoi. Je peux pas vous renseigner. Je ne sais pas. Alors, on reviendra vers vous dès qu'on aura la réponse. Je m'engage à vous apporter une réponse dès qu'on l'aura. Y a-t-il d'autres questions? Madame Groseni. Oui, moi j'avais une question par rapport au calendrier, parce que la dernière fois qu'on avait parlé de l'école, il me semble que c'était juste après les inondations, c'était au moment de la notification de la maîtrise d'œuvre, ou pas, en fait? Parce que je trouve que le marché, il arrive très très vite, en fait, et je me rappelle pas avoir vu de phases intermédiaires avant la signature des marchés. Donc j'ai vu que le dossier de consultation des entreprises, c'était en mai. Donc vous avez lancé le marché et là il est notifié, on est fin septembre, vous êtes très performant, bravo. Et donc ma question, c'était le marché de maîtrise d'œuvre, du coup il a été signé en janvier et le PC c'était en avril. Enfin, je voulais juste avoir des précisions là-dessus parce que j'ai pas vu passer tout ça. Monsieur Lucas, peut-être? Il y a la décision du marché de maîtrise d'œuvre, c'est juillet 2023. Parce que les premiers diagnostics de faisabilité, on les avait présentés en juin 2022. Voilà. Juste... Est-ce que la réponse qu'on vous apporte répond à votre... C'est juste qu'en fait, depuis, je ne sais plus 4 ans que je suis là, on en a très peu entendu parler, et donc ça m'a surpris que d'un coup on ait les marchés de travaux, alors qu'on n'avait pas eu avant de présentation officielle, on va dire, lors d'une séance ou autre, du projet dans sa phase définitive, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'impression, je me rappelle en effet qu'on en a parlé en février, je ne sais plus à quelle occasion, peut-être c'était pour la finalisation du dossier de consultation du coup, mais je me rappelle pas qu'on en ait beaucoup parlé avant. Voilà, c'est pour ça. Monsieur Lucas. Alors il y a eu une première présentation sur les dossiers de subvention DETR DSIL janvier 2024 et on a repassé d'autres dossiers DETR DSIL pour la partie restaurant scolaire et ALSH janvier 2025 là, pour le coup, qui reprenait les éléments de 2024 sans la partie école extension qui avait déjà été arbitrée, mais les autres étaient redéposés. Et donc dedans, il y avait les présentations de projets. Est-ce que ça répond à votre question? Y a-t-il... Non. D'autres questions? Madame Motel. Alors moi, ça va être un peu plus long. Est-ce que je vais revenir justement sur les raisons qui nous amènent à être là aujourd'hui, un conseil municipal exceptionnel. Exceptionnel, c'est pas courant. Ça veut dire qu'il y a urgence sur un sujet. Donc, on est à 6 mois d'élection. Donc, est-ce que c'est ça l'urgence? Déjà, c'est la première question. Donc, moi, je vais revenir basiquement sur une méthode que nous, on s'applique quand on prend une décision, ou en tout cas quand on fait une proposition. On analyse d'abord des faits, un contexte, des contraintes. Et au vu de tout ça, on élabore plusieurs scénarios possibles et on les confronte à l'avis d'autres personnes. Alors déjà en préambule, je voudrais dire à M. Lucas Mounier, vous le savez tous ici, à 2 reprises en conseil municipal, on vous a demandé que ce sujet soit débattu dans une instance plénière conseil municipal élargi aux représentants des parents d'élèves, parce que le sujet d'une école, c'est un projet structurant qui engage l'avenir, et à Pont-Réan tout particulièrement. Alors les faits maintenant. Déjà, rajouter quand même en préambule, je voudrais aussi dire que, évidemment, notre groupe, particulièrement notre groupe, au vu du projet municipal qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui, nous sommes favorables aux investissements à Pont-Réan. Parce que nous considérons que Pont-Réan
est le parent pauvre de cette commune. Il y a longtemps qu'on devrait avoir un espace jeune à Pont-Réan. Il y a longtemps qu'on devrait avoir un ALSH digne de ce nom à Pont-Réan. Donc nous, les investissements à Pont-Réan, on est a priori favorable et on considère que c'est une nécessité au vu du développement aussi démographique de ce lieu de vie. Alors, nous, on veut quand même revoir avec vous ce qui nous a amené ici à prendre cette délibération. Déjà, les faits, c'est qu'il y a une demande des parents. Une demande des parents sur la rénovation d'une école qui date des années 90, qui est une passoire énergétique, que ce soit au niveau de l'isolation des murs ou au niveau des huisseries. On s'en doutait, hein, puisque les parents nous le faisaient remonter, mais on a pu visiter les locaux. On a pu constater la vétusté de certaines huisseries. Hein, on voit il y a même des trous apparents quand même dans les châssis. On a pu constater que manifestement il y avait un problème de chaud et de froid, donc de chaud l'été quand il fait très chaud et de froid l'hiver, puisqu'on a constaté en visitant l'école qu'il y avait un radiateur mobile, donc il n'était pas là par hasard, le radiateur mobile. Hein, en général, quand il y a un radiateur comme ça sur roue, c'est parce que les personnes qui vivent dans ce lieu ont froid. Donc voilà, donc ça nous fait que nous conforter ce que nous ont dit les parents. On a constaté que on avait une cour bitumée, mais alors bitumée de chez bitumée, hein, sans ombre, sans arbre, avec trois petits préaux. Qui interroge aussi, quand il fait très chaud, comment les enfants et les professionnels éducatifs et nos professionnels de la commune, les ATSEM, peuvent se mettre à l'abri de cette chaleur ou de la pluie. Alors aussi, on a pu constater qu'il y avait un Algeco dans la cour. Donc quand on vous a interrogé, cet Algeco, il est dans la cour parce que il est là depuis 3 ans, parce qu'il y a eu une augmentation des effectifs. Ça fait partie des faits qui ont amené à être là aujourd'hui. On a constaté qu'il y avait un espace pour l'accueil périscolaire qui était exigu, plus qu'exigu, mal agencé. On se demande comment il est possible d'avoir accueilli des enfants dans un lieu tel qu'il est depuis tant d'années. Et je comprends l'agacement des parents quand vous nous dites en plus que c'est jusqu'à 130 enfants qui peuvent être accueillis sur le lieu, ce qui nous fait nous poser encore la question de s'il y a tant d'enfants à Pont-Réan, pourquoi pas un centre de loisirs à Pont-Réan à un moment donné. Donc ça, c'était des questions qu'on vous avait posées quand vous aviez décidé d'agrandir l'île aux Mômes. Donc on revient encore sur des débats qu'on a eus. Dans les faits, il y a aussi une carte scolaire que nous, on ne maîtrise pas, mais qu'apparemment vous maîtrisez. On a aussi dans les faits l'accueil de 40 enfants qui viennent du côté de Bru-Pont-Réan. Ça, c'est aussi dans les faits. Et puis, il y a aussi dans les faits, il faut en tenir compte, le fait que Bru a construit une nouvelle école, qu'on est à 6 mois des élections, qu'on n'est pas sûr que l'équipe municipale en place sera l'équipe qui suivra, et on n'est pas sûr des décisions de l'équipe de Bru dans l'avenir. Dans les faits aussi, on a le sujet de quand même une école qui s'est retrouvée en janvier, et c'était un cauchemar pour tout le monde, pour les Pont-Réanais, mais pour nous tous ici qui avons participé à ces opérations de sauvegarde des populations et du matériel. Donc une zone cernée par les eaux quand même, hein. C'était vraiment un cauchemar, moi je vous le rappelle, hein. D'ailleurs, certains bâtiments s'en souviennent, puisque le complexe Henri Brouillard a eu une remontée d'eau par capillarité, on a été obligé de refaire tout le sol. Une partie du restaurant scolaire au niveau de la salle de réfectoire pour les enfants a aussi subi des remontées capillaires. Et l'eau, vous vous en félicitiez, monsieur le maire, mais il n'y a pas de quoi s'en féliciter, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. L'eau, elle est restée à quelques centimètres, dizaines de centimètres près du seuil de la porte. Sur une inondation qui, de mémoire de Pont-Réanais, certains Pont-Réanais qui par le passé n'avaient pas été impactés par les inondations ont été impactés cette fois-ci. Mais là aussi, c'est dans les faits, on ne sait pas de quoi sera fait demain sur la question du dérèglement climatique et des conséquences sur les inondations. Alors, on a aussi une autre interrogation, donc des questions que nous n'avons pas pu, auxquelles nous n'avons pas eu de réponse, c'est la question de l'étude du plan de déplacement des familles. Les familles, elles viennent d'où aujourd'hui, principalement? Elles viennent en voiture, elles viennent à pied. Donc ça, c'est des éléments qu'on aurait dû avoir pour prendre une décision sur un élément structurant comme une école. Parce qu'évidemment, si elles viennent en voiture, si on le met en lien aussi avec l'autre problématique qu'on a en Pont-Réan, de cet afflux de voitures par moment sur cette rue principale qu'est le centre-bourg, cette question de l'école, elle aurait pu aussi permettre de réfléchir à minorer le flux de voitures. Et donc, je vais vous expliquer vraiment pourquoi. Alors, le contexte, nous vous l'a dit, il est environnemental, c'est sûr. Et
on ne peut pas y échapper. Le deuxième contexte, il est aussi financier, et on ne va pas se mentir. Quand une commune comme la nôtre a une capacité d'autofinancement en fin de budget si faible, tout investissement interroge. Et il faut que ce soit des investissements qui n'engagent pas d'autres dépenses à l'avenir. Et donc, vous allez comprendre ma réflexion. On a aussi une réflexion, ça vient aussi dans le contexte, sur la question des assurances, puisque vous savez, on a beaucoup de difficultés à avoir des assurances pour les biens publics. On a eu une explosion, nous, du montant de notre police d'assurance. Vous le savez, monsieur l'adjoint aux finances, qui grève, hein, d'ailleurs, qui a des impacts aussi sur notre capacité d'autofinancement, parce qu'on ne maîtrise pas cette évolution. On se retrouve devant le fait accompli. Il faut bien qu'on ait une assurance, donc on accepte les polices qui augmentent. On a le risque, quand on a des bâtiments, on a fait quand même tous les journaux télé au moment des inondations. Je pense que Pont-Réan est connu dans la France entière, hein. Et donc je pense que les assureurs, ils ont bien compris que Pont-Réan aussi est en zone inondable. Donc à un moment donné, quand il s'agira d'assurer, ce bâtiment agrandi, avec des nouvelles surfaces, mais avec aussi des nouveaux équipements qualitatifs, hein, eh bien les assurances, peut-être qu'elles nous diront, eh bien nous on ne veut pas assurer un bâtiment de cette valeur-là, ou alors peut-être nous diront-elles, eh bien on vous met une franchise de plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être 1 million, comme ça se pratique parfois. Donc il y a aussi ce risque assurantiel. Et puis, il y a aussi cette question aussi qui, pour nous, on peut pas y échapper. On trouve qu'à 6 mois des élections, engager ce genre de travaux sans savoir ce que nous réserve l'avenir, c'est délicat. Alors, conclusion pour nous, quand même, au vu de tout ça, on pense qu'il y a un problème de méthode, puisque déjà, on considère que sur ce projet, on aurait dû, comme on vous l'a demandé, se retrouver en instance plénière avec les parents d'élèves, les acteurs locaux, et réfléchir globalement avec tous ces critères que je vous indique. On aurait dû le faire même en portant cette méthode de l'intelligence collective dont vous vous êtes vanté au début de ce mandat et qui finalement n'a pas été beaucoup appliquée, parce que là, ça valait vraiment le coup. Moi, je me souviens, quand on avait pris la décision de faire un terrain de foot synthétique, on avait utilisé cette méthode pour mettre tout le monde d'accord autour de la table et vraiment peser tous les avantages et inconvénients du sujet. Là, on considère que tous les avantages et inconvénients n'ont pas été vraiment pesés. En tout cas, on a l'impression d'être mis, pas avec nous en tout cas, on a l'impression d'être mis devant le fait accompli. Je voudrais aussi vous parler de The Shift Project. Alors, certains connaissent peut-être The Shift Project. Si vous ne connaissez pas The Shift Project, allez voir, c'est de la documentation gratuite, vous verrez, c'est très inspirant. Et The Shift Project dit, sur les questions de transition, il explique, donc c'est Jean-Marc Jancovici qui explique que les collectivités locales et les élus ont une responsabilité pour l'avenir. Déjà, ils ne doivent pas aggraver les situations existantes et ils doivent arrêter de mal faire. Donc j'ai une question. Est-ce que d'agrandir une école en zone à risque inondation n'est pas mal faire ? Je vous pose la question. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution si on avait pu mettre tout sur la table avec les parents d'élèves? Parce qu'il y a un besoin. On ne dit pas qu'il n'y a pas un besoin. Il y a un besoin. Est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui, avec le peu de moyens financiers que cette commune a, vous allez pouvoir me dire qu'on est très riche, ça me ferait très plaisir que vous me le disiez, mais je ne le pense pas, hein, au vu de ce qu'on a pu analyser des finances. Est-ce qu'il est raisonnable de prendre le risque d'avoir une inondation en janvier 2026, peut-être après en 2027, peut-être en 2028, et à chaque fois, être obligé de supporter nous-mêmes les frais de réhabilitation parce qu'on est en zone inondable? Est-ce qu'il est raisonnable d'envoyer le message aux parents qu'on va avoir une école à 2 vitesses parce qu'à 2 étages? L'étage du bas sera mal isolé et de mauvais confort thermique, alors que l'étage du haut sera bien isolé. Est-ce que tout ça, c'est bien raisonnable quand on se dit, comme vous, attaché à l'environnement, attaché à la participation citoyenne? Nous, on ne le croit pas. Et nous, on pense qu'il y avait une autre méthode à mettre en place. Parce qu'il y a un élément que je ne vous ai pas indiqué, mais qui est quand même assez impactant sur ce projet. C'est la question de la démographie. Parce que ça aussi, c'est un pari sur l'avenir. Parce que vous le savez, vous regardez les journaux télévisés, vous regardez toutes les informations sur le sujet, l'INSEE les donne, les informations. On a une baisse dramatique de la natalité en France. Mais cette baisse de la natalité,
elle vaut pour tout le monde, y compris sur le territoire de VHBC. Elle vaut aussi pour le territoire de Bru. Aujourd'hui, nous avons 40 familles qui viennent de Bru. La baisse de la natalité, donc ils viennent de Bru-Pont-Réan. La baisse de la natalité va les concerner aussi. Donc on fait 3 classes supplémentaires. Aujourd'hui, quand j'ai posé la question de savoir si les effectifs qui arrivaient étaient des maternelles, puisque ce sont les maternelles qui remplissent les écoles pour plusieurs années, on m'a répondu ce sont des élémentaires. Or, quand on construit une école, on la construit pour des dizaines d'années, pour 20 ans. Est-ce qu'on n'est pas en train d'engager une dépense pour, en fait, un moment qui est finalement pas à la hauteur de l'investissement qu'on va faire? Donc nous, la question qu'on s'était posée, et Audrey, vous l'avez proposée dès le début quand vous commenciez à parler de ce sujet, c'était de dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un scénario B? Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier le fait d'avoir des modulaires très qualitatifs? Parce que ça existe, c'est possible, en bois de même qualité que l'extension que vous allez proposer, évidemment sur pilotis, évidemment qui était démontable le jour où on n'en avait plus besoin, qui permettait d'avoir un accueil périscolaire agrandi, de qualité, déplaçable, qui demain pouvaient être mis à disposition d'autres associations si elles en avaient besoin. Est-ce que ce n'était pas ça qui était raisonnable? Est-ce qu'être élu, ce n'est pas s'engager pour l'avenir avec raison et courage? Parce que évidemment, il faut du courage pour dire aujourd'hui, comme on le fait vis-à-vis de vous à 6 mois des élections, de dire au père en est, nous, on n'est pas sûr que c'est une bonne idée d'agrandir une école en zone inondable. Parce qu'imaginez le scénario, il faut 1 an et demi pour que l'école soit faite. Donc, je vous reparlerai après des conditions des travaux, mais ça aussi, je ne sais pas si vous l'avez bien pensé. Parce que moi, vraiment, ça m'interroge. Pour avoir vécu dans mon administration des travaux pendant que les gens sont leur lieu de travail, c'est quand même assez contraignant et impactant sur la santé des gens qui restent là. Donc, moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est... je pense vraiment qu'en plus, faire des travaux pendant 1 an et demi avec des enfants qui restent sur place, nos agents qui restent sur place, des professeurs qui restent sur place, ça veut dire c'est du bruit, c'est de la poussière. Ils seront là en permanence en même temps que les entreprises. Les entreprises ne vont pas travailler la nuit, elles vont travailler le jour. Alors imaginez demain, on a une nouvelle inondation, au bout d'1 an et demi de travaux, on est content, voilà, la belle école est sortie, enfin la belle école, une partie de la belle école, parce que le rez-de-chaussée reste ancien, donc le haut est sorti, ça paraît joli. Confortable, on verra. Il y a quand même des escaliers. En termes de confort pour les enfants, je ne suis pas sûre que ce soit super d'avoir 4 classes où les enfants se croisent en permanence. Mais imaginez, on a une inondation dans 1 an et demi, c'est-à-dire, dans 2 ans, janvier 2028, inondation. Ça veut dire qu'il faut faire vivre de nouveau le déménagement qu'on a vécu aux équipes pédagogiques et aux enfants. Alors certes, on l'a fait. Certes, nos équipes administratives l'ont géré. Mais est-ce que c'est un bon usage et est-ce que c'est un bon service public de faire ce genre de choses? Quand j'ai regardé le PPRI, parce que ça aussi c'est un sujet, vous ne nous avez jamais présenté la carte du risque aléa revue. Donc nous, on ne sait pas. Et le risque aléa en plus, quand il est revu, on n'est pas du tout sûr que les nouvelles zones, c'est-à-dire les zones de l'école actuellement, ne vont pas être atteintes. Donc quand j'ai regardé l'ancien PPRI, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que quand on est en zone bleue, la première démarche qu'on doit faire, c'est chercher l'alternative. Chercher l'alternative, ça veut dire ne pas aggraver le phénomène. Ne pas agrandir une école qui est dans une zone bleue. Et là, on est en zone bleue. C'est écrit dans les textes que vous avez sous les yeux. Alors, je ne sais pas, on n'a peut-être pas vu les mêmes textes. Donc, alors à la fois, je trouve que c'est assez irresponsable aussi, parce qu'en même temps, si on a toutes ces difficultés que je vous prédis, parce que malheureusement, le changement climatique, le dérèglement, on ne va pas y échapper, quoi. Et on sait que quand on est en zone inondable et que, au vu de la bitumisation partout sur le département, évidemment, ça a des conséquences sur le flux de l'eau, la gestion de l'eau, les zones humides, et tout ça, ça aggrave encore les phénomènes d'inondation. Eh bien, quand tout ce que je vous dis là va arriver, finalement, c'est le contribuable qui va trinquer. Le contribuable, c'est tout le monde. C'est les Pont-Réanais, mais c'est aussi les Guichenais. Et c'est là que je trouve tout ça très irresponsable. Je trouve aussi très irresponsable parce que même si des assurances venaient à nous couvrir de ce risque-là, j'ai des doutes, eh bien c'est quand même le coût, on le fait supporter collectivement par l'ensemble des Français qui supportent ces polices d'assurance. Ça aussi, c'est irresponsable quand on est élu. Donc, franchement, moi je trouve que ça manque de méthode. Il n'y a pas que moi d'ailleurs, on pense que ça manque de méthode. Ça manque de ce moment qu'on demandait de réflexion collective. Donc nous, au vu de tout ça, vous comprendrez le vote que nous aurons et nous confirmons que nous considérons
que les habitants de Pont-Réan méritent aussi d'avoir des bons équipements, tout comme on peut les connaître à Guichen. Mais ça ne se fait pas à la va-vite, et ça se fait avec réflexion et en expliquant aussi les enjeux à nos concitoyens. Voilà, merci. J'aimerais rajouter, mais juste des petites précisions. Alors ça, c'est plus personnel. Je suis allé également la semaine dernière en compagnie de monsieur Lucas Mounier pour visiter l'école. Donc j'ai bien compris l'extension et l'existant qui restait en l'état, qu'il n'y avait pas de remplacement des huisseries. J'ai bien entendu votre argument par rapport à la notation, par rapport à décret tertiaire, ou en tout cas classement énergétique, ça avait peu d'impact et que ça occasionnait un coût. Donc ça, c'est une chose, c'est la réglementation, c'est un diagnostic performance énergétique. Donc là, on va calculer la déperdition de chaleur. Par contre, on ne parle pas de confort. Donc ça ne va pas régler des problèmes de courant d'air. Ça ne va pas régler des problèmes de chaleur l'été. Donc je pense à tout ce qui est baie au sud qui ne sera pas modifié. Donc on va rien modifier à l'inconfort actuel des élèves. Alors c'est sûr que ce n'est pas pris en compte dans ces études-là, mais c'est un fait. Donc, et ça, faut le faire. Et quand on a fait le tour de l'école, on voit bien qu'il y a des châssis en bois qui sont vraiment altérés aujourd'hui. Étant du bois, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et ça, c'est pas prévu non plus. Donc là, je me dis, et ce qui m'interpelle le plus là-dedans, c'est que j'ai parlé avec quelques parents d'élèves, pas tous les parents d'élèves, mais eux leur demandent, pour ceux que j'ai vus, c'est peut-être pas un échantillon qui est assez représentatif à vos yeux, mais ceux que j'ai vus, eux, c'était avant tout une rénovation et plus de confort plutôt qu'une extension dans leur attente. C'est ce que moi j'ai entendu. Donc ça m'interroge quand même le fait que les huisseries, même si, ok, j'entends votre argument économique et énergétique, il y a un argument de confort, il y a un argument d'usage. On parle quand même de gamins qui vont de 3 à 10 ans. Le minimum, c'est de leur amener du confort. Voilà, ça c'est ce que je voulais rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres? Monsieur Gimel. Oui, moi je voulais citer à peu près la même chose que disait Pierrick, mais les parents d'élèves, ce qu'ils demandaient en premier, c'était la rénovation de l'existant au niveau des fenêtres. C'était une passoire, il y avait des courants d'air, il y a des courants d'air l'hiver, et moi quand j'étais à la commission marché public, quand on était sur les menuiseries, c'est là que j'ai posé la question, est-ce qu'on change les fenêtres de l'existant? On m'a répondu non. Moi j'ai bien dit que je n'étais pas d'accord, qu'il fallait au moins changer les menuiseries. Et bon, apparemment c'est vous qui avez dit qu'il ne fallait pas qu'on ne changeait pas les menuiseries. C'était un choix de la municipalité, quoi. Donc moi je trouve qu'il fallait changer les menuiseries au moins, et peut-être faire moins de classes dans l'extension, mais c'était quand même une demande des parents d'élèves de changer les menuiseries, de rendre plus confortable l'existant. Et là, en fin de compte, on ne va pas répondre à leur demande. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, Monsieur Lucas veut peut-être répondre. Moi, j'ai des réponses à apporter. Monsieur Lucas, peut-être. Moi, je veux bien démarrer. Alors d'abord, on va rappeler le contexte. On est dans une école qui date de fin 80, des années 80. Effectivement, on n'avait pas un tel réchauffement climatique à l'époque. Il s'est accentué, comme vous le constatez. Et puis l'historique veut qu'à Pont-Réan, effectivement, la Vilaine est là. On est dans une zone inondable, on le sait. Et quand vous échangez avec les gens, les habitants de Pont-Réan, j'échange quand même assez souvent avec eux, ils ont une notion de village. Cette notion de village, quand vous leur dites, bah oui, mais on a une école, effectivement, on reçoit une quarantaine d'enfants de rue, ah oui, mais vous n'allez pas nous les enlever, on est d'abord un village. Ça, vous ne l'avez pas dit, ça. Parce que moi, je les ai rencontrés aussi, les habitants de Bru. Non, attendez, laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Dans un premier temps, j'aimerais bien que l'équipe majoritaire puisse vous apporter les réponses. Ça, c'est le premier point. Quand je rencontre aussi le professeur des écoles, qui enseigne dans un modulaire, je dis bien qui enseigne dans un modulaire, qu'est-ce qu'elle vous dit? Vous pensez qu'elle est contente des conditions de travail qu'on lui donne? L'été, il faut surchauffer. L'été, elle crève de chaleur. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les parents? Moi, j'assiste au conseil des écoles avec M. Lucas. Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Quand est-ce que vous allez effectivement nous donner du matériel adéquat pour travailler? Quand est-ce que vous allez agrandir nos écoles? Quand est-ce qu'on va pouvoir enlever un Algeco qui est dans la cour? Ça, c'est pas, vous ne le savez peut-être pas, mais quand on assiste au conseil des écoles, c'est ce que l'on entend. Effectivement, M. Jumel et M. Offray, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, on a des huisseries qui ne sont pas de bonne qualité. Quelle était l'urgence? Le choix d'équipe majoritaire a été de dire, on va anticiper, parce que, oui, effectivement, toutes les études démographiques, effectivement, peuvent laisser penser que, mais au vu de la commercialisation que l'on a quand même sur le site de la Massey, on pourrait penser, moi je pense qu'effectivement, ces classes serviront. J'en veux par exemple les Calunes. Quand on a fait l'école des Calunes, rappelez-vous, on l'a fait en 2 étapes. Madame Motel, d'ailleurs, vous siégez à l'époque, rappelez-vous, dans cette salle, hein, dans ce conseil municipal, et on a fait un agrandissement des écoles. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien, effectivement, que l'école des Calunes, c'est plein. Voilà. Non, mais je me permets. Alors, autre chose également, vous parlez effectivement d'une cour bitumée. Ben oui, effectivement. Dans les années 80, on bitumait les cours. Effectivement, vous n'étiez pas là, moi non plus, et c'était, je pense que au niveau départemental et sur la France, effectivement, on n'avait pas encore cette volonté, effectivement, de revégétaliser les cours, parce qu'on ne savait pas à l'époque qu'on allait avoir, effectivement, ce réchauffement climatique qui arrive très vite. Et puis, alors, vous parlez d'un autre sujet aussi qui m'interpelle. Vous avez 2 sujets, vous avez dit, on aurait peut-être pu faire autre chose. Ben oui, effectivement, nous on a regardé effectivement quel était le coût d'une autre école. Mais déménager une école, c'était aussi abondé avec un restaurant à côté. Parce que quand on déménage l'école, il faut déménager le restaurant. Mais vous occultez complètement l'école Saint-Martin, l'école Sainte-Marie, hein, qui est à côté. Comment auriez-vous fait effectivement en déménageant une école? Encore aurait-il fallu avoir le terrain. C'était aussi accentué de la circulation. Vous parlez de circulation des parents, vous parlez des circulations de voitures. Oui, je suis d'accord avec vous, mais les parents, ils peuvent aussi venir, effectivement, via, effectivement, déposer les enfants. On a mis en place la rue aux enfants, justement, pour faire en sorte que les parents puissent venir, comment dirais-je, à pied, amener leurs enfants à l'école. Regardez le cheminement qu'on a fait de la Massey, qui part enfin chez Néotop pour descendre. 7 minutes pour descendre, 9 minutes pour remonter. Tout cet été, les parents étaient ravis, effectivement, d'avoir ce cheminement. Alors, ne dites pas qu'on a fait n'importe quoi. Dernière chose aussi, faire des travaux en site occupé. C'est une interrogation qu'on a eue, et M. Jumel, qui a assisté de mémoire au comité de pilotage avec nous, c'est une interrogation qu'on a eue énorme. Et c'est un sujet délicat, et je suis d'accord avec vous, Madame Motel. Faire des travaux en site occupé, surtout dans des écoles, c'est pris en compte. Vous me parlez de quoi? Du pilotage de? Il me semble que vous participez. Non, excusez-moi. C'est la commission travaux. C'était quelque chose, c'est un fait qui va être pris en compte effectivement pendant les travaux. Les professeurs des écoles, les parents d'élèves savent très bien. Moi, je leur ai dit effectivement qu'il y allait avoir des travaux en site occupé. Ils en sont conscients, mais s'ils veulent effectivement avoir des conditions de travail qui s'améliorent, il va bien falloir effectivement qu'on commence par faire des travaux. Et effectivement, on est dans un site effectivement inondable, effectivement, on va faire des travaux à l'étage. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, pour terminer, avant de passer la parole à M. Lucas, sur le bâtiment lui-même aujourd'hui, oui, effectivement, on a des travaux à faire, il faudra qu'on les fasse très très vite, et ce sera effectivement pour l'équipe qui va venir, effectivement, il faudra que l'équipe en place apporte effectivement les réponses effectivement à cette problématique par le biais de changements, pour reprendre ce que disait M. Jumel, notamment de toutes les baies vitrées. Voilà. M. Lucas, pour d'autres... Je pense qu'on s'accordera au cours du mandat qu'on n'aura pas été d'accord sur la méthode, et ça, je l'entends. Concernant la précipitation, j'ai plus de mal. La notion d'urgence, enfin, je rappelle que y a eu des dossiers constitués, des échéances respectées, enfin, entre juin 2022, sachant que les travaux ont déjà commencé avant, hein, mais depuis juin 2022, où le sujet est quand même abordé en commission, avec des présentations de scénarios, des tableaux de coûts, les différents diagnostics. Voilà, en soi, on arrive aujourd'hui 2025, mais c'est 3 ans de travaux autour du sujet. Et de fait, dire que là, ce serait potentiellement pour un enjeu électoral,
on n'est pas sur un enjeu électoral. On a certes un enjeu, oui, financier, parce qu'on a des demandes de subventions pour lesquelles il faut que les travaux démarrent pour qu'on puisse percevoir ces subventions, sachant qu'il y a eu un gros travail de fait par le service finance sur ces subventions et qu'on est largement aux attendus de ce qu'on pouvait prétendre. Donc il serait dommage de se priver de ça. Concernant la rénovation énergétique, on est tous conscients que c'est un besoin sur l'ensemble des bâtiments, y compris les écoles, et pas que Marcel Greff. Après, il y a une notion de priorisation parce que la rénovation énergétique, ça a un coût. La pure et simple rénovation énergétique de l'existant de Marcel Greff, hors frais de maîtrise d'œuvre, hors frais annexes, elle était aux alentours de 800 000 €. Je me suis engagé à vous communiquer le diagnostic, je le ferai sur le diagnostic qui avait été fait par Thalem Ingénierie. Donc de fait, oui, 800 000 € à engager pour de la rénovation, et je suis d'accord avec vous que c'est un confort thermique. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des classes qui font 45 mètres carrés, et là, pour le coup, on est loin de la norme acceptable pour des enfants. Aujourd'hui, toute école, elle est construite sur des classes qui font entre 60 et 65 mètres carrés, selon qu'on est sur des élémentaires ou des maternelles. Aujourd'hui, on en est loin, donc certes, on aurait pu refaire les fenêtres, ça n'aurait pas agrandi la classe, ça n'aurait pas rendu acceptable dans le temps les conditions d'accueil des enfants dans ces classes-là. C'est des conditions de travail aussi difficiles pour les enseignants, d'avoir un aménagement de classe avec des tables dans tous les sens pour pouvoir faire tenir des groupes de 24, 25, 26 enfants dans des classes. Donc, on a ajouté un modulaire depuis maintenant 3 ans, puisqu'il est arrivé en septembre 2022, ouais, c'est ça. Ce modulaire, il était une nécessité pour ne pas avoir à déplacer des enfants. On sait qu'on ne peut pas ajouter. Aujourd'hui, les échanges qu'on a eus avec les DDTM sont assez clairs sur le fait qu'il est hors de question de continuer à ajouter des modulaires sur les parcelles, sachant que pour le coup, le modulaire se retrouve, lui, vraiment dans une zone inondable. Donc stop, donc ok, qu'est-ce qu'on fait? On déplace des enfants. On déplace des enfants sur une autre école, on organise des cars, c'est des modèles qui ne sont pas non plus convenables et qui, pour l'avoir partagé avec les enseignants et les familles il y a 2 ans de ça, n'étaient pas tenables. S'il y avait eu une nouvelle ouverture de classe, les enseignants et les parents, lors du conseil d'école, avaient dit qu'ils ne se prononceraient pas en faveur du déplacement d'un groupe d'enfants d'un groupe classe sur une autre école. C'est une possibilité, mais c'était pas entendable pour eux en termes de confort d'accompagnement de ces élèves. Il y a des choix à faire. On a une incertitude sur Bru. Et ben jusqu'à temps que ça devienne une certitude, ça restera une incertitude. J'ai pu partager avec vous effectivement les divers échanges qu'ont eu les habitants de Bru avec leur propre municipalité sur le fait que pour l'instant, en tout cas du côté habitant, ils étaient aussi fortement opposés à devoir envoyer leurs enfants ailleurs qu'à Marcel Greff. La municipalité fera ses choix par rapport à ça. Nous, aujourd'hui, on a fait le choix de ne pas déplacer les enfants, de prioriser effectivement des espaces de travail, des espaces surélevés, puisque de fait, toute la nouvelle construction va être très au-dessus du niveau actuel de l'école. Donc bon, si l'assureur nous refuse une assurance, parce que pour le coup, on aura une partie sécurisée, c'est son droit, mais alors, franchement, je trouve ça un peu fort de café. Voilà, les plans de déplacement, de fait, il y a eu des études de fait en lien avec Territoire sur l'aménagement de la Massey. Il y a des aménagements qui ont été faits pour du chemin doux, voilà, pas forcément le plus accessible pour les poussettes et autres, mais voilà, un chemin qui a été aménagé entre la Massey et l'école. Voilà, on aurait pu, c'est sûr, imaginer de construire une nouvelle école. Une nouvelle école, c'est 13 millions d'euros. Voilà, je sais pas ce qu'on aurait fait de l'ancienne, hein, parce que pour le coup, voilà, il aurait fallu déplacer le restaurant, et puis ce jour-là, Henri Brouillard n'aurait plus été à côté, puis la bibliothèque se serait retrouvée loin, et puis les commerçants du centre de Pont-Réan, qui disent aussi vivre du fait des passages des familles auprès de leur commerce, et ben, ça avait une incidence dans les choix qui ont été faits. Donc ce ne sont pas que des choix irréfléchis, contrairement à ce que vous pouvez penser. Il y a eu du travail de fait, il y a eu des échanges menés avec des habitants, des commerçants, des équipes pédagogiques, les différents services de la commune et de l'État. Voilà, et on a eu des échanges en commission aussi sur le sujet. Après, sur ce sujet-là, comme bien d'autres au cours du mandat, vous nous opposez des écarts de méthode.
Et voilà. Mais pour le coup, là où on se rejoint, au moins, j'en suis ravi, c'est que on estime tous la nécessité d'investissement sur Pont-Réan, et je pense que celui-ci n'est pas un mauvais investissement. Je vais juste rajouter en complément de ce qu'a dit Mathieu. En fait, on a étudié d'autres possibilités. On ne va pas se le cacher. On avait la possibilité effectivement d'aller mettre une école à La Massey, au sec, comme on peut dire. Mais effectivement, on a pris le choix en travaillant avec la DTTM, parce que quand vous dites que c'est pas réfléchi en zone inondable, les zones bleues, au niveau urbanistique, on a fait ce qu'il fallait. La DTTM nous a mis des contraintes fortes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est passé plutôt en élévation plutôt qu'en extension. Et en fait, notre volonté à nous, et je pense qu'elle est partagée par une bonne partie des Pont-Réanais, c'était de garder la vie dans le bourg. Alors certes, Pont-Réan est inondable, mais on ne va pas raser la commune, le bourg de Pont-Réan comme ça. Il faut faire avec, en étant conscient des problèmes. Et je pense que c'est ce qu'on a pris en compte. Et en même temps, on a maintenu la vie dans le bourg. Comme disait Mathieu, on avait, parce qu'en fait, l'école, elle est à un endroit stratégique. Elle est près de la bibliothèque. Elle est près de la salle de sport. Et déménager une école, ça faisait déménager tous ces services-là. Autrement, c'était très problématique. Donc nous, on a choisi de maintenir la vie dans le bourg, comme on a voulu maintenir le fait qu'il n'y avait pas de commerce sur le site de La Massey, pour qu'il y ait une vie qui reste dans le bourg. Et on est content de ce choix-là. Moi, je voulais juste réagir dessus. Alors, on n'a pas dit qu'il fallait démolir entièrement l'école et la refaire ailleurs. Je veux dire, la question, c'était de savoir à quel point il fallait l'agrandir, en fait. Donc, au final, là, l'histoire des 45 mètres carrés et 60 mètres carrés, c'est quelque chose, pour la taille des classes, c'est quelque chose, en effet, que j'avais pas en tête, parce que, comme je le maintiens, on ne nous a jamais présenté le projet en détail à aucun moment. Peut-être, en effet, il y a eu des subventions de voter, il y avait peut-être des plans qui étaient annexés quelque part, mais jamais on nous l'a présenté en détail. Ça, je le maintiens. Je veux dire, d'ailleurs, à vrai dire, j'ai voulu aller le voir en détail encore la semaine dernière, j'ai encore pas réussi à le télécharger, mais il est bien sur le dossier. C'est juste que c'est très long à télécharger. Enfin bref, c'était la première fois qu'on voyait le projet en entier. Donc le DCE a été mis en effet en mai sur le dossier projet structurant, mais avant, il n'y avait pas de dossier détaillé, en fait. Voilà. Et donc la question, c'était évidemment pas de démolir toute l'école et d'en refaire une. On n'est pas complètement stupide non plus, je veux dire. On sait bien que ça coûte là, on se bat pour 1,8 million d'euros, on trouve que ça fait beaucoup. Donc évidemment, quand il y a 13 millions d'euros en face, on n'aurait pas proposé ça. C'était pas ça la question. La question, c'était de savoir si c'était pas possible de réhabiliter cette école, ce qui était quand même le souhait initial, en l'étendant éventuellement un petit peu pour qu'on ait des conditions satisfaisantes pour les classes existantes, et de faire une extension d'une autre école ailleurs, en fait. Parce que j'imagine, comme je dis, j'imagine, parce que évidemment, j'ai pas pu étudier la question, vu que moi, je suis pas dans les commissions scolaires, donc c'est un sujet que je maîtrise pas. Donc peut-être, en effet, on dit n'importe quoi depuis une heure, mais d'un autre côté, comme on nous a pas expliqué plus en détail, peut-être qu'on peut pas dire autre chose que n'importe quoi. Voilà. Peut-être qu'on aurait pu étendre ailleurs une des écoles existantes, qui sont pour certaines, où on a eu des fermetures des classes cette année, il me semble. Je sais pas, à Charcot, je crois. Enfin, je suis pas sûre non plus, j'avoue. Et revoir encore la carte scolaire, parce que la carte scolaire, il me semble que la dernière, il y a encore une partie des gens qui sont... alors, à partir de la Provotée, j'ai bien compris que ça allait de l'autre côté, mais avant, c'est quand même des gens qui, de toute manière, viennent en voiture. C'est pas des gens qui viennent à pied avec les enfants. C'est pour ça que Michel parlait de plan de déplacement. C'était pour voir comment les gens viennent à l'école. Et il y en a quand même peu qui viennent à pied. Je suis d'accord, la Massey, ils peuvent venir à pied maintenant par le cheminement s'ils le souhaitent. Je suis pas sûre que ce soit le cas, notamment quand il pleuvra. Mais bon, après ça, je veux dire, on n'y peut rien. Mais les gens qui sont ailleurs, potentiellement, c'est quelque chose évidemment qu'il aurait fallu faire sur un certain temps, parce que pour pas séparer les familles, etc. Voilà, enfin, c'était toute une méthode que vous avez appliquée aussi lorsque l'école des Calunes a été ouverte, je veux dire. Ça s'est déjà fait. Et je pense que quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui aurait pu être regardé. Peut-être vous l'avez fait, mais après, d'un autre côté, nous, on n'a rien vu. Donc, on arrive aujourd'hui, on a le projet qui est ficelé. Franchement, je vous dis, moi, j'ai l'impression qu'il est sorti comme ça, que je ne l'ai jamais vu avant. Pourtant, je viens souvent, je veux dire, j'écoute ce qui se passe, je suis là, je suis présente, voilà. Et je trouve ça dommage, voilà. Et je suis en travaux et urbanisme et on nous l'a jamais présenté. Enfin, j'ai même pas souvenir. En fait, je me rappelle, c'est pour ça que je vous posais la question par rapport au permis de construire. Je me rappelle pas l'avoir vu.
Je me rappelle pas l'avoir vu en commission de travaux, et c'est quand même étrange. Je veux dire, on l'a pas vu. Enfin, je me rappelle très bien avoir vu celui du multi-accueil, mais celui-là, je l'ai pas vu. Ou alors c'était une où j'étais pas là. Bon, hier j'étais pas là, je suis désolée, j'avais pas eu de convocation pour la commission de travaux, je précise. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Monsieur Offray. Oui. Est-ce que vous êtes tous d'accord pour dire avec moi que c'est un projet structurant pour la commune? Oui? Bon. Il a été fait ici une voire deux fois, pour moi 2 fois, mais je peux me tromper, la demande d'avoir une assemblée plénière pour travailler sur ce projet. On n'a jamais eu de réponse. On est d'accord? C'est un fait. On n'a jamais eu de réponse à nos demandes. Jamais. Mes colistiers, qui siègent dans différentes commissions, disent bien, ils ont l'impression de découvrir le sujet. Donc voilà, comprenez ce que vous appelez de l'opposition. C'est comme d'habitude, on est parti de fait, hein, donc voilà, on met en avant des points de vigilance. Comprenez qu'à partir du moment où on n'est même pas inclus dans le mode projet, dans la décision, ben, comprenez notre étonnement et qu'on découvre des sujets. Acceptez-le. Et ça, vous me parliez qu'on vous reprochait une méthode, ben ça, c'est votre méthode, que vous le vouliez ou non. Motel. Alors moi, je vais répondre, Monsieur Delamare, à tout ce que vous avez pu dire. On n'a jamais dit qu'il fallait désectoriser les 40 enfants de Bru. Ça fait partie des faits. On l'annonce comme un fait. Un fait, c'est quelque chose qui est intangible, qui est incontestable de part et d'autre. Vous voyez, cette caméra, elle est noire, c'est un fait. Donc il y a 40 enfants qui viennent de Bru, c'est un fait. On n'a pas dit qu'il fallait les changer de sectorisation. Alors ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit. Je suis d'accord avec vous, mais quand vous le présentez comme ça, on peut penser des choses derrière, madame. Surtout quand vous la présentez. Non, c'est factuel. En fait, vous savez, on va encore parler des méthodes. Vous voyez, pour prendre des bonnes décisions, il faut voir tous les faits. Pour voir tous les côtés d'une montagne, pour pouvoir comprendre ce que les uns les autres pensent, il faut mettre tout sur la table, tout ce qui est objectif. Donc ça fait partie de la méthode. Voilà, c'est méthode projet. Les professeurs des écoles se plaignent des algécos, on le comprend, on ne le conteste pas. Il n'y a pas de sujet pour nous. C'est clairement un problème de laisser de l'enseignement pendant 3 ans dans un tel lieu. Voilà, ça c'est un problème. Vous nous avez parlé des calunes, ça tombe bien, oui, les calunes, moi je venais d'arriver quand les calunes se sont faites. Mes enfants étaient scolarisés à Charcot. L'année d'après, ils ont perdu la moitié de leurs copains parce qu'ils sont allés aux calunes. C'est un fait, c'était un aménagement du territoire parce que la commune de Guichen avait besoin de nouvelle école, on a fait une école aux calunes. Mais on ne s'est pas posé la question à ce moment-là de faire un étage à Charcot. On a fait une nouvelle école, on a investi. Aujourd'hui à Pont-Réan, on a près bientôt 3000 habitants sur Pont-Réan avec la Massay. Qu'est-ce qu'on fait? On rajoute un étage à 1,8 million. On investit quoi? On ne rénove pas la maison. Les bases, je veux dire les fondations. Non mais on investit quoi pour Pont-Réan? Pont-Réan, c'est toujours la dernière roue du carrosse. Vous n'avez pas répondu, ni les uns ni les autres, à mes inquiétudes, à nos inquiétudes sur la question de l'évolution des effectifs. C'est un phénomène national, une baisse de la natalité. C'est pas parce qu'on a des jeunes à arriver à Pont-Réan qu'ils vont forcément faire des enfants. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui disent aujourd'hui ne plus vouloir d'enfants. Ils ne veulent plus d'enfants parce qu'ils ont peur du dérèglement climatique. C'est une réalité, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez décréter vouloir qu'ils fassent des enfants, s'ils ne veulent pas en faire, ils n'en feront pas. Et vous l'avez reconnu, aujourd'hui arrivent dans nos écoles des enfants en classe élémentaire. C'est-à-dire, ils sont là pour 3-4 ans. Donc, vous ne répondez pas à ce fait-là. Vous ne répondez pas non plus au fait du risque financier lié aux assurances. Vous ne répondez pas à ça. Vous ne répondez pas non plus au fait qu'on est en risque de vivre tous les ans de nouvelles inondations et tous les ans devoir déménager des classes en urgence, dans la catastrophe, dans le traumatisme. Vous ne répondez pas à ça. Vous ne répondez pas à la question du déplacement des familles et du plan de déplacement parce que vous ne l'avez pas fait. La réponse que vous me donnez, monsieur Lucas Mounier, sur le plan de déplacement de la SADIF, c'est une grande rigolade quand même. Je me marre. Parce que moi, ce que je vous demande, c'est le plan de déplacement des familles qui viennent là, dans cette école. Et quand vous avez un bourg qui circule comme Pont-Réan et que vous n'avez pas de stationnement, les familles, elles ne font que passer, elles ne peuvent pas s'arrêter. Donc, tous vos arguments, en fait, je pourrais les démonter un à un. Alors, je vais pas m'arrêter à tout ça. On a dit ce qu'on avait à vous dire. Nous, on va s'abstenir au vu de tout ça. Parce que vous ne nous avez pas associés. Vous nous avez, une fois de plus, méprisés et vous êtes en position dominante comme cela a été depuis le début de ce mandat. Voilà. Merci. Juste quand même, il y a quelque chose que j'ai noté.
Tout à l'heure, je crois que c'était Madame Motel qui a parlé d'Algeco. On aurait pu avoir des Algeco. On a des Algeco qui sont dignes de ce nom. Mais Madame Motel, sur pilotis. On a parlé de modulaire. Oui, de modulaire, c'est ça. Mais vous savez que la DTM ne vous aurait jamais donné l'autorisation. Vous savez ça. Jamais. Moi, je vous le dis parce que... Non, mais moi, je vous le dis, parce que ça, c'est très intéressant. Comment on pourrait le savoir, puisque quand même, le mépris va, et là, je suis assez colère parce que on était là au moment des inondations pour aider. Le mépris va jusqu'au point où on n'a jamais eu la présentation de la nouvelle carte des aléas, alors qu'on est quand même très impliqués. Vous ne nous l'avez pas présenté. On n'a pas été associés à ces questions. On n'a pas été associés aux discussions de la DTTM et de ce qui était possible ou pas. Donc nous, on fait nos scénarios de notre côté. Mais on n'a pas été associés. Donc comprenez notre abstention. Moi, j'espère qu'un jour, si un jour, vous, les uns les autres, vous retrouviez dans une autre équipe, j'espère que vous ne seriez pas traités comme on est traités. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Oui, Madame Lebrun. Surtout, enfin, je veux dire, par rapport à la rénovation thermique qui était demandée par les parents, il reste quand même 2 classes qui sont au sud, les 2 classes de maternelle, et qui, elles, n'auront pas de rénovation, si j'ai bien compris. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Madame Le Bourdet. Je me permets juste de rajouter qu'en commission enfance, on a abordé plusieurs fois le sujet. Les plans ont été, les scénarios ont été présentés et on a tous travaillé ensemble sur ces remarques. Le lait. Alors, ce qu'on a eu en commission, c'était effectivement les scénarios de deux chantiers de réhabilitation de l'école, mais en aucun cas on a travaillé sur le projet structurant à la base, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on déplace? Est-ce qu'on agrandit? Si on agrandit, comment? Est-ce qu'on utilise rehaussé ou pas rehaussé? Enfin bon, à aucun moment on a travaillé sur le sujet. En fait, ce qui est arrivé en commission, alors c'était de nous prévenir qu'effectivement il y allait avoir des travaux à l'école, et un jour on nous a proposé les 2 projets, il y avait 2 projets de prévus, celui existant là, et un autre. Voilà ce qui a été vu en commission. À aucun moment on a travaillé sur le projet en lui-même. Y a-t-il d'autres remarques? Également à Madame Le Bourdet, parce qu'on nous rétorque toujours qu'on n'a qu'à regarder les comptes rendus de commission. Comment je fais, moi, avec un compte rendu pour savoir ce qui a été dit, pour voir les plans et tout? C'est impossible, ce que vous nous demandez. C'est impossible, tout simplement. Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous m'avez impliqué dans le COPIL, se disant que j'étais au COPIL. C'était l'erreur de ma part, monsieur, je vais oui, mais m'excuser. Ça veut dire qu'il y a eu un COPIL. On a eu effectivement des réunions avec le maître d'œuvre. Il y a eu un COPIL, mais on n'était pas associés. Voilà. Donc c'est là que on n'était pas associés. Donc vous l'avez dit vous-même, il y avait un COPIL, mais on n'a pas été associés. Ouais, mais je vais faire un commentaire. Moi, vu qu'en fait on n'a pas du tout été associés, moi je vais même pas prendre part au vote. En fait. D'accord. Ça sert à rien. Okay. Donc là maintenant, effectivement, je vais mettre au vote. Alors, on va noter. Y a-t-il des votes contre? Attendez, monsieur Delamarre, parce que je pense que dans notre groupe, on va être plusieurs à ne pas vouloir prendre part au vote. Donc comment on le fait? On l'indique, comment on le fait? On va indiquer dans le procès. Pardon? Vous nous donnez le nom des personnes qui ne veulent pas prendre note. Normalement, monsieur Offray, il faut attendre effectivement que le vote ait eu lieu pour quitter la salle. S'il vous plaît. Je vais mettre au vote. Y a-t-il des votes contre?
Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Je vous remercie. Le conseil municipal est terminé. Non, Julien. Bonsoir tout le monde, je vous propose de démarrer. Je vais commencer par faire l'appel. Philippe Salin. Présent. Laurence Bienne. Mathieu Lucas. Isabelle Le Bourdet. Jean-Philippe Méhu. Hermine Toffoletti. Jean Lemoine. Anne Gadby a donné pouvoir à Madame Le Bourdet. Joël Sieler a donné pouvoir à Philippe Salin. Jean-Marc Joumier. Nadine Jouot a donné pouvoir à Pascal Thésée. Françoise Lebrun. Sandrine Turet. Catherine Chérif a donné pouvoir à Hermine Toffoletti. Mathieu Chanel. Julien Dubois a donné pouvoir à Mathieu Lucas. Sylvie Lelay. Thierry Pressard. On attend. Je ne marque rien. Michel Motel. Patrick Jumel. Audrey Groseni. Bruno Margotin. Patricia Auguin me donne pouvoir. Pierrick Offray. Patricia Pianet donne pouvoir à Laurence Bienne. Le secrétaire de séance ce soir, Monsieur Chanel. Très bien. Donc, conseil municipal, je ne vais pas dire exceptionnel, mais particulier, puisque c'est un conseil municipal dédié effectivement à la réhabilitation et l'extension du groupe Marcel Greff. Donc, ça fait suite à l'autorisation de signature du marché des travaux. Avant de démarrer, j'ai l'approbation du procès-verbal de la séance du 1er juillet 2025. Y a-t-il des remarques? Je vais le mettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Donc pour le seul point à l'ordre du jour, je vais donc passer la parole à Monsieur Lemoine. Alors, il s'agit de la réhabilitation et l'extension du groupe scolaire Marcel Greff et l'autorisation de signature des marchés de travaux. Par décision en date du 18 juillet 2023, le marché de maîtrise d'œuvre a été passé avec le groupement d'architectes Faber, Thalem, Ares Concept, Acostibel,
process cuisine et blanchisserie pour les travaux de réhabilitation et extension du groupe Marcel Greff. Ces études ont été menées entre la commune et le groupement d'architectes. Un avis d'appel public à la concurrence relatif aux travaux de réhabilitation et extension du groupe scolaire Marcel Greff a été publié sur le journal Ouest France en date du 20 mai 2025 et le dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne sur le site internet de Mégalis Bretagne. 83 offres ont été reçues sur la plateforme. Les cabinets Faber et Thalem ont réalisé une étude technique et financière des offres sur la base des critères de sélection des offres énoncés dans le règlement de la consultation. Considérant l'avis favorable de la commission marché public MAPA réunie le 9 septembre 2025, il est proposé d'autoriser le maire à signer les marchés de travaux et de réhabilitation extension du groupe scolaire Marcel Greff avec les entreprises suivantes. Lot 1, terrassement VRD espace vert, entreprise MAN TP pour un montant de 141 837,50 €. Lot 2, démolition des amiantages déplombage, entreprise Théolis pour un montant de 71 376,71 €. Lot 3, gros œuvres, entreprise Vignon pour un montant de 384 000 €. Lot 4, charpente, fob, bardage, couverture, entreprise CCL pour un montant de 219 218,62 €. Lot 5, étanchéité, entreprise Duval pour un montant de 76 487,14 €. Lot 6, menuiserie extérieure, entreprise Miroiterie 35 pour un montant de 90 089,09 €. Lot 7, serrurerie, entreprise ACM pour un montant de 34 378,49 €. Lot 8, menuiserie intérieure, entreprise Bergot Percel pour un montant de 103 696,77 €. Lot 9, isolation cloison doublage, entreprise Simbat pour un montant de 107 342,07 €. Lot 10, faux plafond, entreprise Gauthier Plafond pour un montant de 43 420 €. Lot 11, carrelage revêtement de sol, entreprise Leblois pour un montant de 109 138,43 €. Lot 12, peinture et ravalement, entreprise Thiriot pour un montant de 29 980,35 €. Lot 13, nettoyage, entreprise Alonette pour un montant de 6 500 €. Lot 14, ascenseur, entreprise TKE pour un montant de 28 990 €. Lot 15, chauffage VMC plomberie, entreprise Amont Mollard pour un montant de 247 153,48 €. Lot 16, électricité, entreprise Génie Elec pour un montant de 124 992,55 €. Lot 17, panneaux photovoltaïques, entreprise solaire 3Tech pour un montant de 47 607,40 €. Le coût total des travaux s'élève à 1 866 208,60 €. Pour faire suite à cette présentation de M. Lemoine, y a-t-il des questions? Oui, M. Jumel. Ah, oui. À la commission marché public, on avait parlé justement des panneaux photovoltaïques. J'aurais voulu avoir des précisions. Je ne sais pas s'il y a eu depuis les précisions au sujet des... Oui, pour savoir exactement ce que ça... Malheureusement, j'ai pas réussi à avoir le. La question, c'était le pourcentage que représentait l'autoconsommation sur la consommation globale du bâtiment. Et donc, comment? Oui. Donc, on devait se renseigner auprès du bureau d'études, mais on n'a pas réussi à moi, j'ai pas réussi à le contacter encore. Donc, je n'ai pas le renseignement par rapport à ça, quoi. Je peux pas vous renseigner. Je ne sais pas. Alors, on reviendra vers vous dès qu'on aura la réponse. Je m'engage à vous apporter une réponse dès qu'on l'aura. Y a-t-il d'autres questions? Madame Groseni.
Oui, moi j'avais une question par rapport au calendrier, parce que la dernière fois qu'on avait parlé de l'école, il me semble que c'était juste après les inondations, c'était au moment de la notification de la maîtrise d'œuvre, ou pas, en fait? Parce que je trouve que le marché, il arrive très très vite, en fait, et je me rappelle pas avoir vu de phases intermédiaires avant la signature des marchés. Donc j'ai vu que le dossier de consultation des entreprises, c'était en mai, donc vous avez lancé le marché, et là il est notifié, on est fin septembre, vous êtes très performant, bravo. Et donc ma question, c'était le marché de maîtrise d'œuvre, du coup il a été signé en janvier, et le PC c'était en avril. Enfin, je voulais juste avoir des précisions là-dessus, parce que j'ai pas vu passer tout ça. Monsieur Lucas, peut-être? Il y a la décision du marché de maîtrise d'œuvre, c'est juillet 2023. Parce que les premiers diagnostics de faisabilité, on les avait présentés en juin 2022. Voilà. Juste... Est-ce que la réponse qu'on vous apporte répond à votre... C'est juste qu'en fait, depuis, je ne sais plus 4 ans que je suis là, on en a très peu entendu parler, et donc ça m'a surpris que d'un coup on ait les marchés de travaux, alors qu'on n'avait pas eu avant de présentation officielle, on va dire, lors d'une séance ou autre, du projet dans sa phase définitive, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'impression, je me rappelle en effet qu'on en a parlé en février, je ne sais plus à quelle occasion, peut-être c'était pour la finalisation du dossier de consultation du coup, mais je ne me rappelle pas qu'on en ait beaucoup parlé avant. Voilà, c'est pour ça. Monsieur Lucas. Alors il y a eu une première présentation sur les dossiers de subvention DETR DSIL janvier 2024, et on a repassé d'autres dossiers DETR DSIL pour la partie restaurant scolaire et ALSH janvier 2025 là, pour le coup, qui reprenait les éléments de 2024 sans la partie école extension qui avait déjà été arbitrée, mais les autres étaient redéposés. Et donc dedans, il y avait les présentations de projets. Est-ce que ça répond à votre question? Y a-t-il... Non? D'autres questions? Madame Motel. Alors moi, ça va être un peu plus long. Est-ce que je vais revenir justement sur les raisons qui nous amènent à être là aujourd'hui, un conseil municipal exceptionnel. Exceptionnel, c'est pas courant. Ça veut dire qu'il y a urgence sur un sujet. Donc on est à 6 mois d'élection. Donc est-ce que c'est ça l'urgence? Déjà, c'est la première question. Donc moi, je vais revenir basiquement sur une méthode que nous, on s'applique quand on prend une décision, ou en tout cas quand on fait une proposition. On analyse d'abord des faits, un contexte, des contraintes. Et au vu de tout ça, on élabore plusieurs scénarios possibles et on les confronte à l'avis d'autres personnes. Alors déjà en préambule, je voudrais dire à M. Lucas Mounier, vous le savez tous ici, à 2 reprises en conseil municipal, on vous a demandé que ce sujet soit débattu dans une instance plénière conseil municipal élargi aux représentants des parents d'élèves, parce que le sujet d'une école, c'est un projet structurant qui engage l'avenir, et à Pont-Réan tout particulièrement. Alors les faits maintenant. Déjà, rajouter quand même en préambule, je voudrais aussi dire que, évidemment, notre groupe, particulièrement notre groupe, au vu du projet municipal qu'on a mené jusqu'à aujourd'hui, nous sommes favorables aux investissements à Pont-Réan. Parce que nous considérons que Pont-Réan est le parent pauvre de cette commune. Il y a longtemps qu'on devrait avoir un espace jeune à Pont-Réan. Il y a longtemps qu'on devrait avoir un ALSH digne de ce nom à Pont-Réan. Donc nous, les investissements à Pont-Réan, on est a priori favorable et on considère que c'est une nécessité au vu du développement aussi démographique de ce lieu de vie. Alors, nous, on veut quand même revoir avec vous ce qui nous a amené ici à prendre cette délibération. Déjà, les faits, c'est qu'il y a une demande des parents. Une demande des parents sur la rénovation d'une école qui date des années 90, qui est une passoire énergétique, que ce soit au niveau de l'isolation des murs ou au niveau des huisseries. On s'en doutait, puisque les parents nous le faisaient remonter, mais on a pu visiter les locaux. On a pu constater la vétusté de certaines huisseries. On voit il y a même des trous apparents quand même dans les châssis. On a pu constater que manifestement il y avait un problème de chaud et de froid, donc de chaud l'été quand il fait très chaud, et de froid l'hiver, puisqu'on a constaté en visitant l'école qu'il y avait un radiateur mobile, donc il n'était pas là par hasard, le radiateur mobile. En général, quand il y a un radiateur comme ça sur roue, c'est parce que les personnes qui vivent dans ce lieu ont froid. Donc voilà, donc ça nous fait que nous conforter ce que nous ont dit les parents. On a constaté que on avait une cour bitumée, mais bitumée de chez bitumée, sans ombre, sans arbre,
avec trois petits préaux qui